Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin et Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laure Hasbrook. Laure est une entrepreneuse bretonne qui surfe la vie comme elle l'entend, auteure du livre Les Sweet Tables. Elle a fondé également la newsletter La vie simple et jolie. Elle est aujourd'hui fondatrice du loft Coworking Rennes, une des pionnières dans le domaine, et de la marque Darkslide Seawear. Une marque sans pub, sans marketing, sans vente en ligne, avec l'ambition, la qualité des produits et un impact à chaque étape. Alors sois la bienvenue Laure, comment te sens-tu ? Merci Quentin, merci de me recevoir, je suis ravie. Ouais. J'adore répondre à des podcasts, surtout quand on a un peu de temps, donc Ouais, c'est chouette. exactement. On est parti pour une petite heure et demie ensemble. Et voilà, il y a de belles choses en perspective vu l'histoire de ta vie que j'ai pu parcimonie récupérer comme information. Merci. Qui es-tu, Laure, vue par Laure ? Une passionnée, rêveuse et authentique. Ok. Voilà, une passionnée, rêveuse, authentique qui estime que les rêves font avancer et qu'on les atteigne ou pas, en fait. Yes. Ils rendent la vie plus belle et vous permettent de prendre des chemins. Et en fait, qui a dit qu'il fallait forcément aller jusqu'au bout? Hmm. C'est le chemin qui rend la chose intéressante. Ah, en effet. Et toi, c'était quoi tes rêves quand tu étais petite ? Je m'en souviens plus. T'en avais tellement, en Euh, fait. ouais, Ouais. c'est vrai. Je pense que je m'en souviens plus parce que j'en ai tous les jours des Hmm. rêves nouveaux qui vont avec l'apprentissage de la vie, avec mes expériences. Mais je suis sûre que j'ai toujours rêvé d'être libre. Ouais, Ça, je pense que ça a été un point important de mon développement. d'accord. Être libre et être en phase avec mes passions, mes valeurs, savoir pourquoi je me lève le matin en fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré en toi depuis toute petite ou Oh oui, c'est arrivé sur le tard, ouais, ok. oui, non, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que alors j'étais la fille qui était déléguée de classe, Ok. qui réussissait à avoir des bonnes notes tout en ayant un job l'année de son bac, et en ayant organisé le bal de fin d'année, en étant et les profs m'appelaient la touriste en fait. Hmm. Donc D'accord. ils se disaient, elle est quand même relou parce que elle est un peu partout, mais elle arrive à faire le poisson et à se faufiler et toujours de bonne humeur avec le sourire. Donc oui, globalement, je suis celle que j'étais, toujours. Ok. En effet, quand je te regarde et depuis que je te suis également sur les réseaux sociaux, il y a toujours un mood hyper positif, assez bienveillant, avec une énergie voilà, assez sportive. Et ça, tu le dois, à ton avis, à tes parents ou voilà, tu t'es révélée comme ça depuis toute petite Alors non, c'est rigolo parce qu'en effet, je me compare à mes frères, je regarde un peu mes parents, j'observe, j'adore observer, j'aime beaucoup la psychologie. Ouais. J'aime beaucoup l'humain en fait, donc j'aimerais comprendre un peu, comment il fonctionne. Et mon père me disait, je lui ai dit: «Mais papa, j'ai toujours été comme ça, hyper enthousiaste, toujours un peu,» il m'a dit: «Mais quand, je t'emmenais à l'école le matin et qu'il pleuvait, bah, en fait, toi, tu sautais dans les flaques. Tu trouvais Ah. ça très drôle. Hmm. Au lieu de râler et de dire: "Mince, il pleut", bah, en fait, tu sautais dans les flaques, quoi». Et ouais. Donc non, non, a priori, j'ai toujours été comme ça. Alors j'appelle ça une programmation. Hmm. Parce que je peux pas. Mon frère, j'ai un de mes frères qui a pas du tout cette personnalité-là, d'enthousiasme, de déborder d'énergie, ce côté solaire en fait Ah en ouais. public. Ça s'invente pas. Est-ce que ça peut se travailler peut-être, mais Hmm. je pense qu'il y a quand même une programmation. Après, j'ai une maman qui me ressemble beaucoup aussi, qui est très à l'aise socialement, qui est très solaire, qui est beaucoup appréciée. Donc il y a, je pense qu'on prend du mimétisme Ouais. et une programmation de l'ADN évidemment Mais, aussi. ok, mais ouais, je pense. T'as toujours vécu en Bretagne? Non, alors moi j'ai fait un parcours d'est en ouest. Ok. C'est vrai Je qu'avec suis un nom comme ça, ouais, avec ton nom de famille, c'est fait plutôt en effet de l'Est de la France plutôt que breton. ouais, alors mon nom de famille est flamand, mais en Ok. fait, j'ai jamais pris le temps de demander à mon grand-père d'où ça venait. Hmm. Ensuite, moi je suis née à Reims, Ok. où j'ai passé mes 18 premières années de vie. Ouais. J'ai fait un passage par Paris, école de commerce, et c'est là que j'ai commencé ma vie de maman aussi. Hmm. D'accord.
Et quand mes enfants sont arrivés, j'ai préféré qu'elles se scolarisent en Bretagne dans une petite école de village plutôt que dans la folie urbaine et citadine de ce monde qui tourne beaucoup trop vite. Ouais. Et je m'étais dit que les enfants ont tout le temps de découvrir le stress, les angoisses, le temps qui va trop vite. Et du coup, je me suis dit, mais ce serait quand même génial qu'elles découvrent tout doucement une vie de collectivité, certes, mais en douceur, quoi. Ouais. Et dans quelle petite ville tu t'es... Alors, le village, Ou le le village? village Ok. s'appelait Losquette-sur-Meux. Ok, d'accord. Ouais, donc en En direction de Ille-et-Vilaine? Loudéac. Loudéac, ok. Ouais, en direction de Loudéac, frontière. Ben, on est à la frontière entre le 22, le 56 et le 35. Ouais. Juste Ok. à côté, on a Saint-Main-le-Grand. Ok. Voilà. Et après, Merdrignac. Ouais. Voilà. C'est... Et Alors, c'est des noms qui parlent peut-être qu'au breton, ou ceux qui sont passés par là en vacances, mais... ouais, c'est clair. Non, mais on Ok. dit qu'on n'a pas de raison de passer à l'Osquette si on n'a pas si on n'a pas une raison de venir, quoi. A Ouais. priori. Et comment t'es arrivé pile poil à cet endroit? Parce que... Parce que pas- le papa de mes filles avait investi dans une petite maison de pêcheurs à l'époque. Ok. Et je trouvais la vie très douce là-bas. Ouais. Donc, je trouvais que c'était un équilibre assez sain parce que le papa était quand même parisien. Mm. Donc, elles avaient cette double casquette parisienne et bretonne. Et je me suis dit, bon, ce serait quand même pas mal qu'elles voient un peu les deux côtés de la vie, quoi. Il n'y a pas que Paris. Et ouais. Ouais. Ça, c'est clair. La province est belle, comme on dit. Ouais, et puis les enfants ont le temps de... Enfin, moi, quand j'étais à Paris à l'époque, j'entendais des amis me dire que à la maternelle, il y avait déjà des psychologues parce que les Ah enfants ouais. étaient stressés. Ok. Et je dis, ah bah non, en fait, mes Mm. enfants, ils auront le temps de se stresser plus tard. Ouais. Mais non, si on peut pas commencer la vie comme ça, c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Et ça Mm. va, ils étaient pas trop stressés par l'école en tant que telle, parce que... Ah, mais en fait, elles adoraient. Ah ouais, Elles d'accord. adoraient parce que c'était comme une colo. Hmm. C'était une école donc regroupant. L'avantage, c'est que comme les écoles de village essayent de survivre, Ouais, elles prennent les enfants dès 2 ans, qu'ils soient propres ou pas propres, yes. ce que aucun Parisien ne connaît. Ouais. J'ai vécu ça, c'est pour ça. Et en plus, c'est 2 classes avec plusieurs niveaux. Hmm. Donc il y avait une classe donc de 2 ans au CP, une classe du CE1 au CM2, Ok. et avec une bienveillance parce que beaucoup moins de compétition entre les enfants, Ben parce voilà. que chacun son propre niveau. Excellent. Donc, dans une seule et même classe, vous pouvez avoir un enfant qui est en avance, mais qui sera en retard sur un autre. Et en fait, moins cette sensation de, bah, il faut tous qu'on aille au même endroit en même temps. Et si je suis nulle dans un domaine, bah, ça va se voir, en fait. Hmm. Et là, ça lisse les différences. Et c'est même très, très sain, je trouve, pour les enfants. Ouais, 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 ben, c'est clair. Et puis mine de rien, quand on est dans ces petits villages, il y a aussi la nature qui est proche. Exactement. Les gens sont un peu plus proches des uns des autres, en tout cas sont peut-être même plus vrais pour certains d'entre eux. Et Et... les instituteurs n'ont pas le poids du programme Hmm. parce qu'ils sont dans un raisonnement où il faut sauver une école, en Ouais, fait. ouais. Il faut maintenir les petites écoles de village. Donc on les sent pas stressés par l'éducation nationale. Ils sont plutôt là pour amener de la bienveillance et un fonctionnement familial pour convaincre les parents de continuer à laisser leurs enfants ici. Donc c'est hyper humain, en fait. Hmm. Et mes filles, elles avaient pas la sensation d'aller à l'école, en fait. C'était chouette. C'est Non, mais elles clair. adoraient ça. Donc, Bon, mais ouais, mais c'est trop bien. Et donc après, le collège, ça part où du côté de Rennes? Non, c'est à ce alors moment-là que ça voilà, en switchait? fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fini par ouvrir le loft, Ouais. donc à Rennes. Donc un coworking. Exactement. Donc Ouais. le premier coworking, en fait, j'ai acheté les locaux en 2015. Ok. Il y avait un petit peu de travaux à faire. Ouais. Et on ouvrait en 2016. Bon, bah là, mes filles, je leur ai dit, bon, bah c'était cool la campagne, mais bon, Puis après, c'était aussi me dire, bon, elles vont quand même finir par être parisiennes parce que au moment où je me suis installée à Rennes, c'était au moment où le papa et moi, on se quittait. D'accord. Donc le papa est retourné vivre à Paris et je me suis dit, bon, il faut quand même que elle sache, enfin, c'était bien la campagne, mais il faut quand même qu'elle sache un peu se débrouiller dans tout type de vie et de situation. Hmm. Donc, je trouvais à Rennes un bon équilibre entre qualité de vie et vie citadine, vie urbaine, avec les transports en commun, savoir prendre un bus, savoir se débrouiller en ville, enfin voilà, devenir indépendante. Et donc, il y a une scolarité à Rennes. Ouais.
Et ensuite, j'ai une de mes filles qui a voulu faire une école internationale, mais poussée, pas une école française, internationale. Ok, je comprends. Une vraie école internationale. Et comme le papa était à Paris, je dis, bah écoute, ma chérie, ton papa est à Paris. Si c'est vraiment cette école que tu veux faire, bah vas-y. Ok. Donc voilà, aujourd'hui, elle est parisienne. Elle a 16 ans et elle est dans une école internationale à Paris. D'accord. Ok. Voilà. Et donc toi, tu es resté à Rennes. Donc tu as développé Coworking à Rennes, Place Hoche à Rennes. C'est ça, Et comment... parce que tu as eu une vie aussi avant ce coworking. Tu es passée exactement. écrivaine, puis rédactrice d'une newsletter justement sur la joie, sur le bien-être, sur la santé, sur le fait d'être une maman. Mm, mm. Comment tu switches, ou en tout cas, tu as quitté ton école de commerce et tu es parti dans ce sens? Alors, en fait, je réponds souvent que j'entreprends pour répondre à un besoin personnel. Ok. C'est ce qui me pousse à faire le métier que j'ai envie de faire et ce qui me pousse à le faire bien, puisque c'est d'abord je réponds à mon besoin perso. Donc, je vais y répondre exactement comme moi j'aurais aimé qu'on y réponde. Ok. Et je ne sais pas entreprendre si quelque chose existe déjà et qu'il est bien fait. Hmm. Pourquoi en fait en rajouter? Ouais. Donc souvent je crée des entreprises et je suis souvent pionnière parce que je sais que j'établis un manque. Alors Ok. c'est pas toujours une bonne nouvelle pour les finances d'être pionnière, mais en revanche c'est passionnant. Ouais. Bah, c'est C'est vrai que les banques passionnant. ne suivent pas toujours à 100%, mais il Non, faut. c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais je dois dire que j'ai quand même été gâtée sur mon parcours. La vie est Donc, toujours bien faite. ouais. Puis il y a le karma. Il y a Je le crois beaucoup karma. au karma. Ouais, je Ouais. crois beaucoup au karma. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, j'ai fait mon école de commerce. J'ai été maman très jeune, Hmm. ce qui est rare. Hein, enfin, aujourd'hui, j'ai été maman à 22 et 24 ans. D'accord. Donc, j'étais enceinte de ma première fille pour la remise de diplôme de mon école de commerce. Hmm. Et je me suis occupée de ma fille parce que ma fille, mon aînée, est Asperger. D'accord. Ok. Et je me suis dit que le meilleur moyen qu'elle s'en sorte, c'était que je mette toute mon énergie et mon intelligence à son service Hmm. pour qu'elle ait un développement des plus classiques, sachant que je n'ai jamais estimé que c'était un handicap, mais c'est plutôt un vrai talent. Ouais, ouais. Mais malheureusement, les, les premières années de leur vie sont les plus compliquées pour eux à passer parce que les codes sociaux qu'ils ne maîtrisent pas, ce qui fait que l'humain en face d'eux est pas du tout facile à comprendre, c'est pas du tout instinctif. Donc j'ai voulu consacrer mes années à m'occuper d'elle, donc avec évidemment tout un accompagnement d'orthophonie et surtout d'être présente au quotidien, parce que le meilleur moyen de voir ses faiblesses, c'était d'être là. Hmm. Ok. Donc voilà, j'avais la chance de pouvoir me consacrer à mes enfants financièrement, que le papa puisse survenir à nos besoins. Donc c'était une chance dont j'ai profité. Ok. Et puis, ben, dans toute cette vie de maman, je fais partie de la génération des mamans blogueuses. Ok. C'était un peu le début des mamans tweeteuses aussi, où on Ok. était un peu sur Twitter et on créait tous notre blog. Et il y avait une plateforme très connue à l'époque qui s'appelait Hello Coton, où on allait voir les blogs, on allait voir les articles de chacune tous les matins pour voir qui avait posté quoi. Donc on était une grosse communauté de mamans blogueuses. Là, c'était 2009-2010 à peu près, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Ouais, c'est quand j'ai eu ma deuxième qu'on a commencé à avoir cette communauté de mamans blogueuses. Donc j'ai eu ma deuxième en 2008, donc ouais, toute cette période 2007, 2008, 2009. Et moi, j'avais envie d'un blog joyeux, qui me ressemble. Ouais. Et je partageais évidemment mon quotidien, donc les fêtes d'anniversaire de mes enfants, les derniers achats, les recettes, les astuces pour les occuper. Et en même temps, la vie simple et jolie, c'était exactement c'est ça, c'est comme ça que je vis ma vie. Ouais. Donc c'est un blog qui me ressemblait et c'est vrai que j'ai vite développé sous forme de newsletter et ça plaisait beaucoup aux gens de recevoir. J'avais un taux d'ouverture de mes newsletters à 80%. Ouais, c'est énorme. Ben oui, C'est juste ah, mais énorme. quand je repense aux chiffres aujourd'hui, quand on est là à se battre avec 10% d'ouverture de C'est newsletter. clair. Donc Waouh. moi, en fait, les gens attendaient ça comme une bonne nouvelle parce que c'était un peu le cadeau de la semaine Hmm. avec des bons plans, et puis toujours dans un décor un peu féminin avec du rose. Quelque chose de Donc voilà, doux et qui apportait des conseils concrets, actionnables pour soi dans sa vie quotidienne. exactement, simple et joli. Enfin, Hmm. simple surtout, quoi. Ouais. Voilà, on peut trouver du bonheur et des choses faciles tous les jours de manière simple.
Et le joli, je me permets de te couper, mais c'est hyper important, je trouve. Parce que quand tu es dans un environnement joli, tu as envie que ça reste joli, tu as envie d'apporter des choses encore même plus jolies. Et puis ça te fait du bien. Toi, tu es C'est souriante. réconfortant, en fait. Exactement, ouais. C'est réconfortant. Hmm. Oui, on se rend compte que l'humain joue énormément, Ouais. mais il y a des lieux dans lesquels vous savez que vous allez aller et juste à l'idée du décor, vous n'avez pas envie d'y aller, quoi. Non, mais c'est clair. Non, mais entre un bureau peut-être même super... alors, si c'est un bordel organisé, ça va, mais si c'est un super bordélique avec plein de choses qui sont pas très propres, etc., à un moment donné, ça pèse, ça peut arriver. Alors, pendant une semaine, ça va, mais après, tu te sens pas forcément bien. Ouais. Et ce que je remarque aussi, c'est que même moi qui suis extrêmement perfectionniste, donc dans tous les designs, moi j'étais autodidacte de tout. J'ai découvert WordPress toute seule. Après j'ai vraiment tout appris. Après j'ai découvert Photoshop. Enfin, et ce que je m'aperçois, c'est que moi je suis extrêmement perfectionniste, mais même les gens qui ne le sont pas Hmm. l'apprécient en fait. Et ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une communication va avoir plus d'impact qu'une autre? C'est le talent qui va être derrière le graphiste. Et même si cette personne elle-même aurait été incapable de le faire, vos yeux vont l'apprécier. Et ouais. Et c'est impressionnant. Hmm. Donc, mine de rien, ces petites heures de détail à aligner des textes, à faire en sorte que le graphisme soit joli, ben, il est apprécié et c'est pas du travail pour rien. Ça c'est, je le comprends mille fois parce que j'ai un côté de moi qui est comme le tien. Et après, la difficulté, c'est quand tu commences à sous-traiter des tâches comme celle-ci, où toi, tu vois l'œil, tu as l'œil direct, tu sais que bah, c'est à cet endroit qu'il faut et tel grammage, etc. Et en fait, les gens ne comprennent pas tout d'un seul coup. Et ça, c'est un peu plus complexe. Moi, j'ai appris un peu à lâcher avec mes équipes Ouais. parce qu'il faut. Parce que Et sinon, ouais, déjà, on s'auto-pourrit la vie. c'est clair. Pour quelque chose qui reste assez matériel, Hmm. c'est pas dramatique. Mais moi, je vois à 2 mètres quand mon texte il est pas justifié et aligné et elle zoom avec Illustrator, elles font: «Ah ouais, t'as raison, il est pas aligné». Je dis: «Je sais qu'il est pas Bah aligné, oui. je l'ai vu». Mais bon, voilà, c'est, ça me c'est- saute aux yeux. Ouais, tu parlais de phénix tout à l'heure, mais en effet, l'œil, c'est pas l'œil de lynx, c'est l'œil du phénix. Ouais. Et ouais. Et après, le coworking aussi fait que si on a autant de succès, c'est que ça fait 7 ans qu'il est ouvert, il est toujours aussi bien entretenu. J'ai l'œil partout et bon, ça, mes équipes, elles me disent: «Tu rentres, en 3 secondes, tes yeux, ils ont fait le tour du lieu, tu sais ce qu'on a changé, qu'est-ce qui est pas propre, qu'est-ce qui Eh oui, Ouais. mais parce que je suis comme ça. Et ouais. Donc, Je comprends mille fois. Et ce que je veux comprendre aussi, c'est que, ok, t'as écrit un bouquin, tu as ensuite écrit une newsletter. T'as arrêté cette newsletter, pourquoi? manque de temps. Ah, ok. Manque de temps parce que quand j'ai acheté le local ici à Rennes, Hmm. j'investissais du jour au lendemain dans 300 mètres carrés Waouh. avec tout le local à refaire. Donc, globalement, un investissement de 600 000 euros. Hmm. Ouais. Et pareil, autodidacte, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec un chapeau de chantier, avec un casque de chantier sur la tête, en mode, bah, tu vas te débrouiller. Alors, j'ai fait des super rencontres à Rennes et ma meilleure amie aujourd'hui est en fait architecte d'intérieur. Ok. Et on se rencontrait à ce moment-là sur Rennes lors d'un after work et je lui dis, bah, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, je suis architecte d'intérieur, mais je viens d'être au chômage. Et bah, tu sais quoi? Je crois que j'ai dû. Et si tu t'ennuies, au cas où, moi, je viens d'acheter 300 mètres carrés dont je ne sais pas quoi faire. Et j'aimerais bien. Je savais exactement ce que je voulais en faire, mais après, il y Hmm. a Il y a il y a le les comment. plans, l'aménagement, le suivi de chantier, les travaux. Et on s'est lancé toutes les deux dans ce projet et ça me prenait mes nuits parce que je dessine avec ma vie de maman en fait. J'avais ma vie de maman aussi. Donc avec toujours les sorties d'école, les devoirs. Donc avec ma pote, on faisait les plans de 23h à 2h du matin. La journée, j'étais en suivi de chantier pour suivre les artisans sur place. Ah ouais. Donc ouais, non, là j'ai passé ma vie, voilà, j'ai passé quelques années à consacrer et puis plus la banque qui m'a dit comment vous allez rembourser autant d'argent avec des gens qui viennent travailler à 3 euros de l'heure. Ne t'inquiétez pas, ça va le faire. Et- Exactement. Non, mais voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, selon toi, la réussite de Coworking Rennes? C'est est-ce que, en effet, le fait que ça soit propre, il y a une belle énergie ou il y a ouais, il y a quelque chose de particulier? Alors,
À l'époque, j'avais partagé ce projet dès le départ sur le compte Instagram de Coworking Rennes. Ouais. À l'époque, ouais, Instagram était encore un réseau sain, Ok. où on n'était pas bazardé de pubs tous les 4 posts à Hmm. montrer une vie qui était fake. Ouais. À l'époque, il était encore sain, ce réseau. Ok. Et donc j'ai commencé à ouvrir le compte en disant, bah voilà ce que je viens d'acheter. Hmm. Et les gens ont commencé à me suivre dans le démarrage en fait de ce chantier. Je savais pas où j'allais, mais j'y allais. C'est sûr. Ok. Donc on postait régulièrement des photos du chantier, l'avancée du projet. Et puis bah, comme on était le premier, on a eu la presse qui s'est vite intéressée Donc à le premier de l'histoire. Rennes, c'est ça? Ouais, l'un des Waouh. tout premiers. Alors, au- il y en a que j'ai découvert après, quand j'ai Ok. ouvert, en fait, qui étaient déjà existants et qui étaient, bah, qui est, parce que moi, en fait, bah oui, pourquoi j'ai commencé à ouvrir un coworking? C'est que je décide de venir m'installer à Rennes et j'avais à l'époque, j'étais consultante en communication pour des petites créatrices Ouais. et je venais de me séparer, donc je ne connaissais personne et je cherche un coworking à Rennes et j'en trouve pas. Je trouve soit des lieux qui sont plutôt des bureaux partagés, un peu comme les feraient des avocats ou des médecins. C'était pas du tout ce que je Ouais, recherchais. pas très fun, pas très accueillant. Ouais. Bah, vraiment plus corporate en fait, Hmm. où Ok. c'est plus, bah, on a acheté un grand plateau, maintenant il faut séparer. Mais moi, avant d'avoir un bureau, je cherchais de l'humain. En fait, je cherchais à rencontrer des gens. Hmm. Et on avait ce qu'on appelle la cantine rennaise, qui était plus le pôle numérique des geeks et qui avait pris feu, donc qui était en travaux. Ok. Donc en fait, et il y en avait un autre qui existait, qui a été un des tout premiers, qui s'appelait le Lavoir, mais que je n'ai découvert qu'après. Ok. Je- et, et en me disant, bon, bah, il y en a pas, ben, je vais en ouvrir un. Hmm. Et surtout, le plaisir d'ouvrir exactement ce qu'on attendait. Ouais. Voilà, c'est ça qui est vraiment génial. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi de bien, c'est de pouvoir créer ce que toi tu as en tête. Tu vois, tu l'as en tête, tu le projettes ensuite sur des plans avec ton C'est archi ça. d'intérieur, et puis après tu vois Ouais. tout ça prendre forme, et ensuite tu vis dedans. Ça, c'est Ah, mais cool. la première fois qu'on est rentrés toutes les deux, on a l'impression en plus, il y avait personne, lui était vide, on a l'impression qu'on était rentrés dans l'ordi. Ah ouais. Et t'es là, ouais, on est dans les 3D, c'est trop bizarre. On a T'es l'impression dans qu'on le était dans un métaverse jeu plus vidéo. plus. On a l'impression qu'on était dans un jeu vidéo. Et après, Ouais. au-delà du lieu à aménager, j'adore ça. Hmm. Moi, j'ai de l'ADN de l'immobilier dans le sang, hein. Toute la famille bosse dans l'immobilier. D'accord. Et moi, ce que j'aime dans l'IMO, c'est rechercher le lieu que personne ne veut et voir le potentiel qu'il y a derrière. C'est ça Hmm. qui m'intéresse. Après, les travaux, j'adore. Ouais. Et l'aménagement. Mais il y avait surtout tout un business, un modèle économique à créer. Et ouais. Et un logiciel à développer sur les accès. Donc ça a été un de mes autres meilleurs potes qui a développé avec moi, qui me dit bah, moi je suis développeur poussé. Je dis ah bah, parce que là j'ai besoin de créer un logiciel d'accès. Il me dit ok, Hmm. avec la facturation, avec les devis et tout. Je sais rien. Je sais pas. Viens, on y va. Et alors on était là, bon alors, ok, donc on met une badgeuse là, mais alors quand ils vont rentrer, à quelle heure ça ferme, et le badge il ouvre sous quelles conditions. Enfin, on avait tout à créer. Ah, C'était des excellent. prises de tête monumentales Ouais. et on réadaptait en permanence. Ah non, ça finalement ça marche pas, ça c'est pas une bonne idée. Donc c'est passionnant parce qu'on n'exécute pas. Hmm. On, on essaye, on recommence, on se plante, ça réussit, ça c'est pas mal. Enfin Ouais, c'est sans test. tu avances en permanence, tu es tout le temps en mouvement, et au gré des problématiques, bah, tu essayes de trouver des solutions, et ça, c'est génial. Ouais, Et, exactement. et donc, ouais, tu es plutôt en mode je saute des haies, plutôt que je m'arrête devant la haie. Exactement. Donc je pense que ce qui a fait le succès, c'est bah, j'ai beaucoup communiqué, donc la presse s'en est intéressée, donc on a eu un bel article dans Ouest France. Hmm. J'avais fait une vidéo de lancement qui a pas mal fonctionné et puis les gens ont dû s'attacher à ma personne, en fait, sur le fait que j'ouvre parce que j'ai répondu à un besoin personnel. Et ouais. Et puis l'accueil humain, vous pouvez avoir le plus beau lieu du monde. Hmm. Si vous ne sentez pas d'onde accueillante, chaleureuse et positive, vous ne reviendrez pas. Ça c'est clair, hein. Pour avoir fait quelques coworking un peu partout en France, tu le sens de suite, hein. Ouais. Mais oui, parce que en fait, qu'est-ce qui vous convainc de quitter votre chez vous? A priori, chez vous, vous y êtes bien, ou Hmm. alors vous avez raté quelque chose. Ouais. Donc, il faut quand même convaincre les gens de sortir de chez eux pour aller dans un environnement qui va les pousser à avoir une journée positive, entourée de gens qui vont leur faire du bien. Donc, sans l'humain, les coworking, pour moi,
ça reste des plateaux de bureau. Donc, ça n'a pas de sens. Et donc, dans ton coworking, est-ce que c'est des entreprises, plusieurs collaborateurs, c'est des freelances, c'est quel type de population? C'est génial, on a de tout. Hmm. On a de tout. Et c'est ça qui m'a poussée à ouvrir à l'époque, c'est que le coworking avait l'image digitale de la tech et pas très féminine non plus. Ok. Or, comme moi j'ai communiqué sur mon image, j'ai justement un peu désacralisé la chose et aujourd'hui on a autant d'hommes que de femmes dans le cowork et ça va de 20 à 60 ans. On a même des gens qui sont venus finir leur carrière chez nous. Ok. Qui avaient Excellent. des entreprises qui ont un grand succès avec 50 collaborateurs qu'ils ont vendus, mais ils avaient quelques années à faire avant la retraite. Ils ont dit, mais nous, on a envie de reprendre de la jeunesse, en fait. On a envie de reprendre des bonnes ondes, on a envie de voir comment les jeunes ont évolué. Donc, en plus, cet échange intergénérationnel, il est génial. Et ouais. Ouais. C'est génial. Bah, de toute façon, Ouais. c'est ça, hein. Il y a besoin de ces échanges et ouais, on a tous de l'expérience à redonner. D'autres, c'est Mm. la fougue de la jeunesse, comme on dit. Et c'est ce mix qui fait que on peut vraiment s'épanouir comme il faut. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et Ah, c'était... tu aurais des tips parce que tu as été consultante aussi dans ce domaine, je veux dire, dans Ouais. l'aménagement des locaux. Oui. Tu vois, bon, j'ai eu l'occasion de visiter des locaux qui étaient vraiment sympas et donc là où tu te sens bien. Mais il y a aussi Mhm. beaucoup de locaux où en fait tu te sens pas très très bien. Et quelles sont selon toi, je sais pas, une shortlist de petites choses qu'il faut absolument mettre dedans, même si voilà, tu en as dit quelques-unes, mais Je vais... Non, mais je vais revenir, hein. ouais. Ça va dépendre de la personne qui a pensé le projet. Ok. En fait, si la personne ne vit pas et n'incarne pas le projet, et c'est dans la vie, parfois tu rentres chez des gens, dans leur maison, juste quand ils rentrent, t'as déjà froid. Ouais. Comme si l'humain avait disparu et qu'on n'avait donné plus place qu'au matériel. Ouais, ouais. C'est-à-dire au fait d'avoir une belle cuisine avec des placards laqués, avec une super hotte. Mais à tel point qu'on en a oublié qu'une maison, c'est pour on y échange de l'amour. Hmm. En Ouais. fait, c'est super hein, d'avoir investi, d'avoir la plus belle cuisine du monde, mais si vous avez oublié l'essentiel qui est le foyer, c'est ça. C'est ça qui manque au coworking, qui ne fonctionne pas. Parce que je prends toujours référence aux bars Ouais. dans lesquels on va. Les sanitaires n'ont pas été refaits depuis 30 ans. C'est clair. Parfois, ils sont complètement dégueulasses. Et Mais, souvent, on y va pour qui dans le bar? eh ben, Pour le patron, ouais. qui est super sympa, qui se souvient de la discussion qu'on a eue la dernière fois, qui est toujours là pour offrir un verre, qui en fait va fédérer ses clients. Et ce que les gens ont oublié, c'est qu'avant tout, l'humain ne se déplace que pour capter de l'énergie humaine. Hmm. Ouais. Et on n'a jamais été fabriqué pour accumuler du matériel. C'est pas le matériel qui nous rend heureux, c'est impossible. Ouais. Mais on a voulu nous faire croire ça pour lancer le capitalisme et la société de consommation et tout ce qui va derrière. Mais ce qui nous rend heureux, c'est nous. Et ouais. Quand quelqu'un de solitaire et d'extrêmement riche, je vois pas comment l'intérieur de son corps va s'épanouir et s'enrichir et comment. Il y avait une énorme étude qu'avait fait Harvard Ouais. à ce sujet. Qui est T'en avais qui est entendu toujours parler? active, si on parle de la même, Ouais, qui est une des plus longues d'ailleurs sur l'être humain et qui disait qu'en gros, qu'est-ce qui nous rend le plus, en tout cas, qui nous permet de vivre le plus longtemps possible heureux, à quelque chose près, hein, c'est quelque chose comme ça. Et en fait, c'est le fait d'être bien entouré, en tout cas d'avoir un cercle et amical, familial, voilà, qui est fort, un hein. mot, l'amour. L'amour, ouais. Le seul mot qui sortait de toute l'analyse, c'était l'amour. Hmm. C'est pas la réussite professionnelle, c'est pas, c'était uniquement l'amour. Donc c'est fou. Ouais, ouais, ouais. Et c'est l'amour au sens large du terme. C'est vraiment une connexion Exactement. humaine ou des connexions humaines ouais, Mm, avec son entourage. Waouh. mm. Et ok, bon ben voilà, je pense qu'il y a juste ça à Et régler. après, évidemment, il y a réfléchir au fait que, nous, le lieu, par exemple, une chose toute simple, quand j'ai créé le lieu, je voulais que les gens arrivent sur la cuisine. Mm, Pourquoi la cuisine? Parce que c'est un lieu convivial, la cuisine. mm. C'est là c'est là où on partage des choses, on rigole, on a passé des soirées à se raconter nos vies. En fait, c'est aussi réfléchir le lieu autour de l'humain. Ouais, Pas juste, pas juste pour rentabiliser des mètres carrés. Les gens qui cherchent à faire la cuisine la plus petite possible pour rentabiliser leur mètre carré au maximum, ils vont pas réaliser qu'au final, les gens n'y resteront pas. Donc, c'est réfléchir humain avant tout.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et deux choses me viennent à l'esprit. Un, par rapport à tout à l'heure, tu parlais de foyer et le foyer, c'est la chaleur, c'est le foyer aussi la cheminée. Même avant, c'était pas la cheminée, mais c'était voilà un feu. Et donc les gens se retrouvaient au niveau du feu pour se réchauffer, mais aussi le fait de discuter avec les autres, ça se réchauffait en fait, de par les discussions. Voilà, quand on avait Mm. un coup de moins bien et donc on s'entraidait comme ça. Donc j'aime beaucoup la notion de foyer, son chez soi, mais où on se sent vraiment bien et on peut accueillir derrière. Et Exactement. d'ailleurs, dans cette mouvance, quand tu lis la biographie de Steve Jobs, à un moment donné, il explique, il parle de la dernière, en fait, de l'immeuble ou en tout cas du siège social qui existe aujourd'hui donc chez Apple. C'est une sorte de coupe, je sais pas, c'est énorme, mais c'est une sorte de coupelle où en fait les gens sont obligés de se croiser pour aller aux toilettes. Ils sont obligés de rencontrer plein de gens en fait quand ils vont aux toilettes. Et en fait, ça a été pensé pourquoi? Tout simplement pour connecter les uns avec les autres. Peu importe si tu es un développeur, si tu es un marketeur, si tu es un commercial, eh ben, tu rencontres tout le monde pour qu'il y Mm. ait des discussions qui se créent. Exactement. Je trouve ça assez intéressant. Donc, Mm. et du coup, tu as switché là-dessus. Coworking Rennes, aujourd'hui, ça Mm. fait plus de 6 ans, ou en tout cas Mm. 6 ans que c'est actif. Et tu t'es dit, bon, bah, c'est chouette, mais j'ai envie d'autre chose. Ouais, alors entre-temps, ceux qui Dis-moi vivent tout. avec moi vont te dire que j'ai visité une centaine de locaux et que j'ai dû établir 50 nouveaux plans et 50 parce que je m'étais dit bon, il a vite été plein. Ouais. Moi, j'adore visiter des trucs, je kiffe ça, je suis on m'appelle la tête chercheuse du Bon Coin. Donc Ouais. quand d'ailleurs le local ici, je l'ai trouvé sur le Bon Coin, j'ai acheté un local il y a un an là dans le Morbihan sur en lien avec mon nouveau projet, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Ok. Donc ouais, donc j'ai essayé de me dire bon bah le loft fonctionne. J'ai fait des essais de projet et puis à chaque fois il y a quelque chose qui est venu se mettre qui est venu se mettre dans mon projet. Alors soit un chantier qui n'a pas pu aboutir et qu'on a dû abandonner, soit un montage financier qui fonctionnait pas. Et au moment du confinement, quand on nous oblige à fermer les portes du lieu, Ouais. et ben moi je me retrouve sans travail, Et ouais. sans sans aide perso, parce que autant mes salariés étaient au chômage, bah moi rien du tout. Et ouais, je comprends. Euh, et en plus, quand nous, en tant qu'entrepreneurs, on prend tous les risques, toutes les angoisses des nuits, à se demander comment ça va se passer avec la banque, est-ce que notre business il va tenir, qu'on n'a pas le droit aux aides, et qu'en plus on me dit que j'ai plus le droit d'aller faire du kitesurf, Hmm. parce que c'est quand même C'est un bon exutoire. et c'est mon seul exutoire, c'est le seul sport que je pratique qui me permet de tout oublier. Donc c'est une méditation, mais intense en très peu de temps. Ok. Parce j'ai une telle connexion avec la nature et avec les éléments qui peuvent être dangereux Hmm. que tu es obligé d'oublier ta logistique en fait. Ta Ouais. logistique de vie de maman, ta logistique de vie d'entrepreneuse, ta logistique de vie de femme. Ouais, il faut que tu sois Et donc, focus sur le moment présent. ouais. Et comment t'es tombé dans le kite d'ailleurs? Et on reviendra après sur la suite. Ouais, carrément. Eh bien, en Bretagne, j'en voyais pas mal sur les plages. Et je me disais, ça a l'air quand même trop cool. Moi, mon signe astrologique, c'est Poisson. Ah, ok. Et j'ai toujours aimé la mer, beaucoup plus que la piscine, par exemple. Je suis vraiment attirée par les océans, par la mer, et c'est un profond équilibre. C'est-à-dire que les jours où je me sens pas bien, il faut que j'aille à la mer. Et c'est comme s'il aspirait toutes mes angoisses et me rééquilibrait et m'apaisait complètement. Et alors, avec le mix de cet envol de l'aile, Hmm. avec quand on saute, je trouvais ça absolument magique. Et, et je m'étais dit, ouais, mais alors il faudrait que je trouvais que je trouve un mec qui fasse du kite parce que je me voyais pas me lancer toute seule. Ok. Je pensais que le sport, je pensais que le sport était dangereux. Hmm. Et ce qui est le cas, mais ça dépend comment en fait on te l'a enseigné. Quand Ouais. on te l'enseigne bien et que tu respectes les règles de base de la sécurité, il n'y a pas de souci. Et puis il y a 20 ans de ça, ouais, c'était très très Ah, dangereux. Là ouais, maintenant, tu lâches exactement. ton aile et ça va. Oui, maintenant on a vraiment bien amélioré la sécu au niveau du Ouais. matériel. Et il se trouve, eh ben, que mon, mon mari, qui devrait être mon mari, on devait se marier en mai 2020, mais c'est raté. Ok.
On se rencontre, on a notre premier rendez-vous et il me dit: «Bah, moi, je suis originaire de Strasbourg». Moi, je me dis: «Mince, Strasbourg, c'est mort, il fera pas de kite, c'est foutu, c'est impossible, comment?» Ah ouais. Et il me dit: «Bah, moi, je fais du kite». Je dis: «Non, tu te fous de moi». Il me dit: «Non, je te promets». Je suis allée faire des stages du CPA tout seul Ouais. parce que mes potes voulaient pas en faire. Moi, c'est un truc qui m'avait toujours, bon, il me dit: «Moi, je suis sportif», mais ça m'avait toujours attiré. Donc il avait fait des stages de kite et il était déjà autonome et il venait d'être muté à Rennes. Ok, excellent. Et j'ai fait: «Bon, ben, let's go. Allez, allons-y». Et puis pareil, stage du CPA Mm. et j'ai commencé à apprendre, et après on a ici, c'est magique la Bretagne, Et on a ouais, des spots mais magnifiques, quoi. c'est Magnifiques, clair. magnifiques. Tant nord, sud, plein ouest. Partout en fait! Ouais, C'est sur la aussi pour côte. ça que les plages sont pas blindées, c'est qu'il y a des spots partout. Mm. Et l'UCPA, t'es allé où, au Vauclin Alors non, j'ai fait direct, Darla. Darla. Ah oui, c'est vrai qu'ils y Ouais, sont. Ouais. ouais, j'ai fait direct Darla parce que pour apprendre, ça reste le spot Mm. où, tout est vraiment réuni pour ne pas te dégoûter du sport. Parce que la Bretagne est belle, mais alors on n'a pas toujours du vent stable, on peut avoir un vent très rafaleux. Pour Ouais, apprendre, c'est un peu compliqué. On a des vagues, donc mm, au départ, pour apprendre, c'est l'enfer. c'est clair. On a du monde sur la plage, donc on a peur de faire mal à quelqu'un quand on maîtrise pas bien l'aile. Donc en fait, on a plein d'éléments réunis quand on n'est pas autonome qui sont un peu angoissants. Ouais, c'est clair. Alors que Darla, c'est la Mecque du kite, il y a personne sur la plage, toutes les conditions de sécurité sont réunies, l'eau est chaude, Mm. donc on progresse très très vite. Ouais, c'est clair. Comme c'est un sport qui est cher, Ouais, quand même, ouais. c'est bien de l'apprendre vite. Ah ouais. Je, tu vois, là, j'étais au Cap-Vert au mois de mars dernier et pour faire du kite également. Et j'avais pris des cours vraiment de performance, oui, de performance, de perfectionnement, mais pour augmenter mon niveau de performance et passer un cap sur certains points. Et il y avait des personnes, ça faisait 15 ans qu'ils étaient en train de faire du kite et qui n'étaient pas encore autonomes. Et je trouvais ça dingue. Et du coup, ça a dû leur coûter une blinde depuis le début. Mais voilà, c'est vrai qu'ils sont dans des endroits super chouettes du monde, mais sauf que bah ouais, quand t'as des vagues, c'est hyper difficile quand tu apprends là-dessus. Ah mais moi je suis revenue autonome de Darla, je suis arrivée sur la plage du Sillon à Saint-Malo, j'ai fait: «C'est quoi ce bordel?» J'y arrive. Bah oui, tu La m'étonnes. puissance des vagues qui a emporté ma board, j'étais là: «Non mais je croyais que je savais faire du kite, mais en fait je savais pas en faire en Bretagne». Je dois tout recommencer. Exactement, ouais. Et tu passes d'un endroit flat où c'est hyper fluide, peu de vagues, à quelque chose d'un peu plus houleux, quoi. À l'océan, en fait, tu Ouais. passes d'une lagune au milieu du désert à l'océan Ah qui ouais. en plus moi je kite toute l'année, donc je peux sortir vraiment en novembre, décembre, janvier. Trop Donc bien. ouais, les conditions. Après quand tu maîtrises les vagues, c'est enfin moi ce que j'aime, c'est les vagues. Ouais. Parce que c'est un partenaire de jeu, c'est Et magique. ouais. C'est, qui est-ce qui va me manger? Est-ce que je vais la voir? Est-ce que je vais la passer? Vite, faut que je fasse demi-tour, Hmm. c'est chouette. Ouais, et puis quand tu commences à peu les surfer, tu peux gagner un peu de vitesse. Bon, enfin bref, tu fais. Ouais, c'est Mmh. chouette, ouais. Il y a des bonnes sensations. Et donc, Ah, c'est clair. le kite, donc c'est un moment ouais, d'exutoire pour toi où tu lâches prise, où t'es vraiment dans ton élément et t'es sur le moment Je pense que présent. c'est ma méditation, Ouais, ok. tu vois? Je pense parce que la méditation, c'est l'art de lâcher, Ouais. d'être dans l'instant présent, en fait. Hmm, C'est complètement. l'instant présent. Et ben, j'ai compris que c'était ma méditation. Parce que moi, je sais pas méditer, c'est pas possible. Mon cerveau, Il va trop même, vite. même au yoga, j'y arrive pas. Mais au yoga, je trouve les solutions à mes problèmes professionnels. Tu vois, c'est pas une, c'est pas une bonne idée. Mais c'est pas Aussi, oui, aussi, en tout cas, tu peux avoir yoga, c'est pour trouver les solutions. Kitesurf, c'est pour la méditation. Et en fait, le kite, non, c'est vraiment là où je suis dans l'instant présent parce Ouais, que ben, ma vie est en jeu, il y a la vie des autres aussi. bien sûr. Et j'ai pas envie de me faire peur parce que je savais que si je me ferais peur, je pourrais ne plus y retourner. Hmm, Je suis pas une casse-cou. Je suis téméraire, mais j'ai pas envie de me faire peur, j'ai pas envie de me faire mal non plus. ouais. Donc concentration, quoi. Ok. Et tu fais du Mm. kite tous les combien? Ah, dès que je peux. Dès que tu peux. Ok. Dès que je peux. Non, mais ça aussi, voilà, ça c'est aussi ce sentiment où j'ai toujours voulu être libre. C'est que le kite, ben, quand le vent il est là, il est là. Et Ouais. ça peut être mardi à 15h. Donc, moi, quand je recrute mes équipes, la première chose que je leur dis, écoutez, je suis au bureau, mais moi, ma passion, c'est le vent. Donc, il se peut que, voilà, un matin, je me lève et je réorganise le planning parce que bah, le vent, il est là. Donc, je pars et puis, c'est pas grave, je finirai plus tard dans la journée. Mais je leur dis parce que, d'une part, je ne veux rien cacher à mes équipes. Ouais.
pareil, j'attends pareil de leur part. Bien sûr. Et on a tous le droit d'avoir une passion qui est un peu pas facile, enfin, qui peut dépendre des éléments climatiques. Ouais. Et moi, j'aimerais pouvoir aussi leur accorder ça si elles en ont besoin. Donc voilà, enfin, c'est un esprit sain dans un corps sain, quoi. Ah ouais, mais je ne peux que partager ce que tu dis. Ça, c'est hyper important. Et dans ce sens, qu'est-ce que tu mets toi au quotidien parce que là, il y a le kite en effet, donc Mmh, qui est une des parties centrales de ta vie. mmh, Donc pour l'exutoire, pour lâcher prise, pour te reconnecter, bah voilà, à quelque chose de plus grand peut-être. mmh. Euh, Est-ce que tu as des morning routines particulièrement? Est-ce que le matin, tu te lèves, tu fais quelque chose? Le soir, avant de te coucher, tu fais quelque chose? Tu Non, te dis quelque c'est chose? une Non? catastrophe. Ok. Je crois que je n'ai pas une journée qui se ressemble. Et je disais il y a pas longtemps que la routine apaise, Hmm. que la routine en fait a un côté apaisant sur le mental Ouais. et que des personnes qui peuvent se trouver instables émotionnellement doivent adapter une routine, Hmm. ne serait-ce que pour canaliser en fait, je pense, tes énergies Ouais. et avoir une sensation comme ça de, de sécurité. Mhm. Mais moi, je suis une entrepreneuse qui saute dans le vide tous les matins. Donc, en fait, si tu veux, ça va tellement à l'encontre de ma personnalité Ouais. que la routine me fait peur, mais parce que pour le moment, j'en ressens pas le besoin. Hmm. J'en Ouais. ressens pas le besoin. Mais non, non, j'ai aucune routine et surtout, je donne très peu de conseils à part. Et je trouve que le plus grand conseil qu'on puisse donner, c'est ne se priver de rien, mais dans les bonnes quantités. Hmm. Et ouais. C'est tout. Et pour tellement de choses. Hmm. Que ce soit pour bah, notre manière de s'alimenter, le sport, le travail, l'amour, les amis. En fait, c'est tout. C'est simple, c'est ne se priver de rien, mais dans les bonnes quantités, c'est tout. Exactement. C'est vrai que quand on commence à être dans les extrêmes, bon, mais c'est là que bah, le corps réagit, l'esprit réagit, l'entourage Mm, réagit, mm. et pas forcément dans le sens qu'on souhaiterait. Donc, Exactement. c'est- Et comme quand une passion prend trop de place dans la vie de quelqu'un, bah, ça va, Hmm. ça va avoir un impact sur la vie de famille, sur le couple. Et puis même, je pense que quand je vois des gens qui partent dans l'extrême d'un sport, ils se rendent même plus compte qu'ils deviennent associables. Hmm. Parce qu'ils ont l'impression que leur vie n'a d'existence que pour ça. Ouais. Alors en fait, ils se sont enfermés tout seuls. Ouais. Et Et est-ce que toi, tu as une sorte de couche dans ta tête qui permet d'avoir, ou un filtre qui te dit, tiens, ok, je sais que là, je suis peut-être allé un peu trop loin, ou là, je suis un peu trop dans le kite, ou un peu trop dans le coworking. Euh, oui, ouais, c'est mon homme. ok. Ça c'est vrai que j'ai trouvé quelqu'un qui n'est pas entrepreneur. Hmm. Et au final, c'est une bonne idée, je pense. C'est Ok. vraiment une bonne idée. Parce que il va permettre, il m'a appris à me dire, là, on est vendredi 18h, t'arrêtes. Tu Ok. poses ton tel, tu poses ton ordi. Maintenant, on va sortir, on va aller voir des amis, on va profiter de la vie. Et c'est vrai que moi, en plus, j'entreprends dans des domaines tellement différents que même en vacances, je regarde la déco des restos, quoi. Bah oui, je Et comprends. il me dit, non, mais même en vacances, t'es en train de regarder les luminaires et de regarder la chaise sur laquelle t'es assise pour voir si elle est confortable. Mais oui, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a très peu de moments Ouais. où ça me relie pas à ma vie d'entrepreneuse. Hmm. C'est terrible. Ouais, mais en même temps, moi je trouve ça tellement passionnant parce que moi c'est pareil, je vis ce genre de vie où en permanence t'as ton cerveau qui est en veille et parce que t'aimes ce que tu fais, ben pour toi c'est pas du travail, Ben c'est voilà, normal. c'est ça. Et en fait, c'est ce qui est un peu difficile avec d'autres personnes qui, en effet, sont plus ou sont pas alignées avec leur travail Oui, et qui, pour eux, le lundi, ils vont poster des choses comme quoi, ça y est, c'est le début de la semaine avec, je sais pas, un truc qui horreur, est horreur, horreur là. etc. Et puis le vendredi, dès le vendredi matin, youpi, c'est vendredi. Tu vois. Moi, non, je sais pas ça. Ouais. Mm. Alors après, là où je suis contente, Mm. il a raison, c'est qu'il me dit, tu sais, un couple, ça s'entretient. Ouais. Et même si tu as l'impression de ne pas travailler et d'être passionné, il me dit, tous ces moments où tu es sur la chaise ou sur le liminaire, t'es pas avec moi. Ouais. Et il a raison. Mm. En fait, il me dit, je perds ta connexion humaine dès lors que
tu te rattaches à quelque chose qui te fait penser à ta vie professionnelle. Ouais. Et c'est là où c'est important, nous, de faire des efforts parce que sinon, alors deux entrepreneurs ensemble risquent fort l'isolement Mm. parce que chacun animé par nos passions, mais oublier l'idée qu'un couple, c'est quand même la complémentarité et être deux. Ouais. Et c'est pas juste matériel, en fait. C'est pas juste, bon, bah, c'est bon, ça marche, on a l'appart, c'est pratique financièrement. Non, c'est qu'avant tout, on s'est connecté humainement. Mm. Et ouais. Et tous les couples qui se séparent, c'est qu'ils ont perdu cette connexion humaine. Mm. Ce qui a fait qu'on est tombé amoureux de l'humain avant la logistique, avant ses pratiques, avant tout ça, ça n'a pas de sens en fait. Derrière, c'est un quotidien, Mm. mais et oui, et bah, c'est pour ça que je le remercie parce que j'ai pas eu cet exemple moi petite, parce qu'on est tous entrepreneurs dans la famille, et c'est Ouais. normal le dimanche de parler boulot quoi. Mm. Et Pareil. on parle performance, on parle résultat, on parle investissement, et j'ai découvert plein de choses grâce à lui sur les valeurs de. Et sinon, quand est-ce qu'on me demande qui t'es, qu'est-ce qui t'anime, Ouais. est-ce que tu es heureuse, est-ce que tu es épanouie, c'est qui Laure. Mm. Juste s'intéresser à ta personne, pas à ton statut social, juste qu'est-ce qui fait de toi un humain épanoui et heureux. Et ouais. Et C'est un vrai sujet. J'en discutais pas plus tard avec une très bonne amie. Hier, on était je suis passé le week-end sur Paris et donc on était avec des amis là samedi soir et on a un pote voilà, qui a 48 ans et qui se projetait toujours depuis qu'il est plus jeune. Donc en gros, c'est une femme blonde qui a fait une école de commerce, qui bosse chez Cartier ou en tout cas une boîte comme ça. Et, euh, et donc à 48 ans, il est toujours célibataire parce qu'il est toujours dans sa vie rêvée avec un personnage, en tout cas quelque chose qui s'est créé depuis tout petit. Et la conclusion qu'on avait avec Patricia, justement, avec qui je discutais, elle me disait, ben oui, à partir du moment où tu connectes avec l'humain et que tu aimes un humain plutôt qu'une image, automatiquement, ben, les relations, elles durent plus de 2-3 ans, ou même plus de quelques semaines, voire quelques jours pour certains. c'est ça. Et c'est vraiment l'humain qu'il faut remettre, et c'est pas juste, bah ok, si elle est brune, c'est pas grave, mais si tu l'aimes. Mais c'est ça, c'est ça. Donc, Et ça va dans écouter ses sensations. En hmm, fait, votre corps, instinctivement, il vous attire vers la personne qui va vous correspondre, mais on a oublié d'écouter notre instinct. ouais, ouais. Et il y a des personnes qui vous repoussent. On sent que d'être dans leur aura ne vous apporte pas quelque chose de positif et vous pouvez pas l'expliquer. Et je Hmm, pense qu'il y a même des hormones, c'est bien des sûr. phéromones, c'est l'incompatibilité. Ouais. Et l'humain est bien fait pour ça. Les animaux, c'est déjà comme ça. Donc, Hmm, pourquoi nous non plus. ouais. Et, On est des et êtres d'énergie aussi, hein. Quelqu'un qui est dans le up, qui est en pleine énergie, qui a la patate, qui a le smile comme toi par exemple, bah, c'est sûr que quand tu vois quelqu'un qui est down, ben, tu le ressens directement. Et surtout, bah, si tu Mm, es quelqu'un de sensible, ben, tout de suite tu captes tout ce qu'il y a autour. exactement. Et du coup, ben, là, faut... Ouais. Donc, on oublie d'écouter les énergies, on oublie d'écouter son instinct. Et en effet, on sait trop. Attends, on est en train de se perdre dans l'apparence. Hmm. Et ouais. Alors qu'il Mm, faut se connecter au soi et mm, vraiment à l'autre aussi. Ok. c'est ça. Et Dark Slide, donc si on Ah, reprend voilà. Donc, la on discussion. recommence. Donc, on m'empêche de travailler Ouais. avec tous les risques qui vont de la société qui va s'écrouler. Et voilà. Et Hmm. donc, on vous laisse vous débrouiller. On m'empêche de kiter et on m'empêche de voyager. Ouais. Et à ce moment-là, je me dis, ah non, j'ai pas pris tous ces risques d'entrepreneuse pour qu'on m'empêche de vivre, en fait. Hmm. Et je me dis, bon, j'aimerais quand même aujourd'hui créer une entreprise qui, au-delà de répondre à un besoin personnel, réponde aussi à ce signal que vient de nous envoyer la planète. Il y a un truc qui déconne. A priori, il y a un truc qui déconne C'est et il clair. faut vraiment qu'on s'en occupe vite. Hmm. Et j'ai voulu mixer dans cette entreprise ma communauté, qui sont les kitesurfers, et m'appuyer sur ma communauté pour être vecteur d'un symbole fort en impact positif, aussi bien humain et environnemental,
qu'on communiquerait à travers évidemment nos éléments, les océans, et me dire qu'est-ce qui manque dans notre communauté, qui n'a pas été créé, sur lequel on pourrait s'appuyer pour, derrière ça, mettre en place des actions et des valeurs fortes et dont notre communauté soit fière. Voilà. J'ai réalisé que on n'avait pas de marque de vêtements identitaire à notre communauté. Comme on a des très beaux symboles en France, on a Picture Organic Clothing. On sait qu'a priori, vous faites de la montagne ou du vélo. Voilà, plus que du surf. Pour moi, je rattache pas à ça. On a des marques dans tous les sports qui vous rattachent à votre identité, à ce qui fait de vous votre. On aime faire partie d'une communauté, même si on a quand même. Moi, je le vois bien. J'ai le look de la kitesurfeuse, quoi. Je suis blonde avec le soleil, je suis bronzée, et même si je le fais pas exprès, c'est comme ça. Donc on a ces codes identitaires et parce qu'ils nous rattachent à des choses qui nous plaisent, et en même temps c'est ça aussi qui nous font nous connecter entre nous. Je vais raconter une toute petite anecdote. J'étais à Paris il y a une semaine. J'adore la cuisine thaïlandaise, donc je cherche toujours le petit Thaïlandais qui vient d'ouvrir. Et là je m'installe, il y avait qu'une table dehors et il y avait un jeune qui avait l'air d'avoir mon âge. Et s'il m'écoute, il s'appelle Hervé. Et il n'y avait qu'une table dehors. Et je lui dis, ça t'ennuie si je mange avec toi? Parce que moi aussi, j'ai envie d'être au soleil. Donc, il me dit, pas du tout. Et ben là, je découvre que le mec, il fait du kite. J'avais combien de chance à Paris de m'installer à table avec un mec qui me dit, moi aussi, je kite. Excellent. Donc, c'est que j'ai dû capter les codes de notre communauté. C'est pas possible. Donc, on a ces codes. Donc, je me suis dit, on n'a pas de marque de vêtements qui symbolise le fait qu'on est kitesurfer. Ou quand tu verras la marque sur quelqu'un, tu te diras, a priori, toi, c'est que tu fais du kite. Mais qui, en même temps, au-delà d'être juste une marque de fringues, on a assez de textiles sur Terre. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, en fait. C'est pas la fringue qui m'intéresse, c'est le logo. Donc la marque et l'identité et les valeurs qui sont véhiculées. Exactement. Demain, si ma société, si les gens seront fiers de porter mes vêtements, ce ne sera pas pour le textile, ce sera pour tout ce qu'on aura mis en place pour actionner le changement, mais vraiment. Et c'est pour ça que j'ai choisi un positionnement complètement à contre-courant, mais qui est jusqu'au boutiste et qui me met en danger financier sévère. Mais parce que pour moi, l'histoire n'a de sens que si elle est menée jusqu'au bout. Parce que si on essaye tous de le faire, mais que pour des risques financiers, on rétropédale, personne ne se lancera jamais, en fait. C'est Ouais, clair. c'est se dire, non, mais j'ai essayé, mais en fait, c'était trop risqué, la banquière, elle n'avait pas envie. Oui, mais si on se dit tous ça, en fait, il n'y a personne qui va commencer. Donc, il faut qu'il y en ait qui montrent l'exemple. Alors, comme je dis, c'est jamais les pionniers qui ramassent les lauriers. Mais je m'en fous, en fait. Alors, ça dépend, parce que mine de rien, tu cumules plein de petites choses, plein d'années d'expérience qui font que tu es quand même pionnière, mais avec un bagage qui est différent de la première fois où tu étais pionnière. C'est sûr, j'ai appris, mais à chaque fois, je repars pionnière dans un autre domaine, parce que quand même, les textiles, j'ai découvert un monde, mais d'une complexité. Mais d'une complexité dans l'assumer publiquement, parce que j'ai découvert que tout le monde savait faire de la mode. Enfin, moi je dis pas à mon pote comment il répare une carie, parce que c'est son métier. Il est chirurgien dentiste. Moi, tout le monde me dit, ah non, mais du coup, tu aurais pu couper ça comme ça, et puis peut-être tu aurais pu mettre cette couleur. Enfin là, tout le monde s'invente styliste, et je me dis, mais les mecs, en fait, vous savez pas du tout l'investissement que ça représente, les milliers de choix qu'il faut faire. C'est clair, des options. Les options, elles sont gigantesques. Jusqu'au choix de dans quel type d'emballage je vais recevoir les produits, est-ce que le plastique est recyclable. Enfin, c'est sans fin. Et assumer. Enfin, j'ai vraiment découvert un univers où tout le monde se sentait légitime de me donner des conseils. C'est magique. c'est extrêmement magique. Faut faire le tri en permanence. Mais ça en devient où je suis obligée de devenir désagréable en lui disant écoute, essaye et puis on en reparle.
Donc ça, c'est pas évident. Et après, une fois de plus, là, hier, j'ai fait un passage sur Bismart TV. Ouais, j'ai vu, Ouais. tu as dû poster ça sur LinkedIn. J'y suis Ouais. passé vendredi, moi aussi. Ah, mais génial! Ah, mais Ouais. énorme! Ouais, ils Et- sont passés au B2B Rocks donc à Montpellier, donc il y a un gros événement SaaS. Et étant donné que nous, on faisait un lancement de notre plateforme canopé.com, et donc du coup, on est passé sur Bismart aussi. Donc super, toi aussi, t'es passé, trop bien. Ouais, Moi, j'irai te j'ai voir. fait la chronique donc Smart Sport. Ouais, trop bien. Et en fait, pourquoi ils m'ont sélectionné, je pense parce qu'on est 10 millions de marques de textiles. Il y a une phrase qui les a marqués sur le communiqué express, c'est oser la confidentialité et refuser les objectifs de croissance. Hmm. Ah Et ouais. là, première question, ouais, enfin, vous n'êtes pas Mère Teresa. Enfin, en gros, Ouais. c'est quoi votre modèle économique? Hmm. J'ai dit, mais revenir à une consommation raisonnée. Et revenir à une consommation raisonnée. Donc évidemment, il a fallu que je choisisse entre la masse et la marge. Hmm. Et ouais. Donc j'ai pas eu le choix. Ouais. Donc aujourd'hui, ma marque a un positionnement tarif à la limite du luxe. On est entre le haut de gamme et le luxe. Ok. Mais parce qu'il a fallu que je choisisse. Hmm. C'est pas pour qui elle se prend à vendre une polaire à 500 euros. Hmm. J'en ai rien à faire. C'est que je monte un modèle d'entreprise nouveau, hyper innovant dans la manière d'impacter et de faire réfléchir les gens. Donc, j'ai choisi ma voie. Les gens me disent, baisse tes prix. Ah ben non. Ouais. Non, bah tu veux que je fasse de la masse. Ah d'accord. Ouais. Je vais claquer 2000 pulls et là, je pourrais baisser mes prix. Hmm. Mais je peux pas. Et ouais. Donc, je me suis fait challenger sur ma rentabilité. Et après, j'ai dit, mais c'est simple. J'ai réduit mes marges. Hmm. On culpabilise les consommateurs de trop consommer. Mais qui est-ce qui leur balance de la pub toute la journée? Ouais, c'est clair. Bah voilà, bah c'est nous, les fabricants. Donc c'est facile. Ah, les consommateurs, vous devriez moins consommer, mais en revanche, nous, on va vous balancer une pub tous les 4 posts sur Instagram. Bah, Euh, non, hmm. arrêtez. Donc dans mon jusqu'au boutisme, j'ai dit, bon bah ok, et ben alors donc pas de campagne publicitaire, Ouais. pas de campagne d'influence, Ok. et pas de vente en ligne. Alors la vente en ligne, c'était le jusqu'au boutisme, et c'est un coworker qui va se reconnaître, qui m'y a fait penser. Il m'a dit, bah alors, une vente en ligne, c'est des serveurs, c'est de l'empreinte carbone, c'est des pages Ouais. internet qui chargent, c'est des mails pour dire vous avez bien commandé, vous avez bien payé, c'est prêt, c'est colis en cours de préparation, colis qui vient de partir. Enfin, donc c'est quoi, 20 mails, 20 pages internet de scrolling à regarder. Ah non, j'aime ça, j'aime pas ça, je reviens en arrière. Enfin, en fait, voilà, c'est. Et je me suis dit bon, de toute façon, j'ai des toutes petites collections, donc j'ai 100 unités par modèle, et Ok. on est 5 millions de kitesurfers dans le monde. Ouais. La communauté française, c'est un état de fait. Le ticket d'entrée de sport, il est extrêmement cher. Ouais. Non, non, mais Ah, donc, je vois la vision. donc me C'est... dire que ma communauté ne me soutiendrait pas Hmm. sous, alors qu'on est tous au clair pour dire qu'on a un super pouvoir d'achat si on fait de Ouais, notre sport, c'est on clair. le sait, et ben ce serait une grosse déception en fait. Hmm. Je serais vachement déçue parce que ce serait de se dire, ben, j'ai pris des risques de ouf. Ma polaire, elle est quand même un tiers du prix d'une aile neuve. Ouais. Hein. Aujourd'hui, les nouvelles ailes, elles sont à 1006, 1007. Alors, certes, c'est pas l'outil du sport, mais c'est un vecteur de communication dans un domaine qui est en lien avec la nature et les océans. Hmm. Donc, j'ai pris ce risque. Et après, mon but ultime, c'est pas de vivre de Dark Slide, parce que j'ai mes sociétés, j'ai mes investissements immobiliers, j'ai déjà prévu ma retraite. Ouais. Donc, je m'inquiète pas financièrement pour mon avenir. Et comme me dirait mon père, moins t'en as, plus t'es heureuse. Et c'est vrai. Hmm. Moins j'en ai, plus je possède et plus j'ai des problèmes. C'est Hmm. simple. Et c'est valable pour tout. Ouais. Plus vous avez de lieux, plus il faut les entretenir. Plus vous avez de voitures, plus il faut les réparer. Bien sûr. Si vous avez des choses de valeur, vous avez peur qu'on vous les vole. Quand vous avez rien, bah, on a moins de problèmes. On a moins de problèmes, ouais. Voilà. Faut Donc, juste avoir la bonne balance et suffisamment pour vivre correctement et exactement. pas trop pour en effet tomber dans les peurs, comme tu le dis. Hein. Exactement. Donc, c'était me dire, bon, on va créer une marque dont les kitesurfers seront fiers. Ça va me prendre énormément de temps Hmm. parce que je ne peux pas révolutionner le monde en 2 minutes. Et la première chose sur laquelle je me suis fait challenger, c'est est-ce que tu justifies le prix de ton vêtement avec la qualité?
à moi de répondre, est-ce que vous pensez qu'un sac Vuitton justifie son prix par rapport à la qualité? Absolument pas. Le luxe en soi ne justifie jamais le prix de ce qu'on achète. C'est drôle parce que je suis en train de lire la dernière biographie de Bernard Arnault, et donc du coup le patron d'LVMH, et c'est vrai que il explique un peu toute cette philosophie. Lui, il est parti de l'immobilier aussi. Il était dans le BTP et puis ensuite l'immobilier, puis ensuite il est parti dans le luxe en rachetant Dior et puis LVMH, etc. Et donc il a switché aussi à ce moment-là. Et à un moment donné, il s'est dit ok, go, maintenant on va faire du luxe. Et pendant la pandémie, pour le peu, il s'est jamais autant mieux porté qu'avant. Moi, ma vocation, c'est pas de faire du luxe. J'ai pas envie d'être Bernard Arnault parce que je veux pas plein de problèmes dans ma vie. Ouais. Ce que je veux, c'est engranger suffisamment de bénéfices pour soutenir des startups qui innovent dans le textile et rapatrier notre savoir-faire en France. On l'a perdu. Moi, le nombre de sociétés que je contacte, ils me disent on sait plus faire des casquettes en France. Alors là, je fais une généralité. J'imagine qu'il y a des groupuscules qui sont en train de rapatrier, mais rapatrions la fierté de notre pays. Là, il y a les régions du Nord qui sont en train de se réveiller avec des usines qui réouvrent. On remet en marche des vieilles machines. Et je trouve ça magnifique. Et moi, d'autant plus que je suis petite fille du textile, où la fortune familiale avait été créée sur le textile. Et moi, quand j'étais petite, j'allais dans l'usine et je me promenais au milieu des couturières, dans ces modèles d'usine où il y a la passerelle où on observe du haut les couturières en bas. Bon, c'était un peu le modèle de l'époque. Mais voilà, et quand j'ai dit à mon père que je retournais dans le textile, il m'a dit « T'es complètement cinglé !» C'est dans les gènes. Papa, en fait, si je réussis, j'en serais super fière. Je pense que la personne dont j'étais la plus proche, c'était ma grand-mère. Elle était extrêmement créative comme moi. C'est elle qui dessinait les collections. Elle avait le sourire tout le temps. Et elle avait jamais de problème. Et je me dis, de là-haut, si elle me voit, je suis sûre qu'elle serait trop fière de moi. Et si j'y arrive pas, tout ce temps où j'aurais tenté de faire ce modèle d'entreprise, j'aurais surpris les gens. C'est arrêtons de... Enfin, pourquoi en école de commerce, on nous apprend que le départ, c'est la rentabilité? Pourquoi c'est pas le point d'arrivée? À partir du moment où vous êtes rentable, la croissance est un choix, mais n'est pas une obligation. C'est vrai. À partir du moment où tu peux vivre, te rémunérer tes collaborateurs. Exactement. C'est une question de temps après derrière, et tu le mets très bien dans la description de cette entreprise sur LinkedIn. Mais oui. Donc, à part de l'ego, dans le désir d'écraser l'autre ou d'être le numéro un, alors on m'a mis l'idée de faire face à la concurrence. Mais la concurrence n'existe pour moi que si vous y prêtez attention. Mais si vous faites votre métier de manière unique et avec votre cœur sans regarder ce qui se passe autour. Tes valeurs. Moi, la première question qu'on me pose sur les coworking, c'est comment tu fais maintenant? Il y en a 40 à Rennes. Je dis, je sais pas, j'ai pas vu. Et ça n'a rien changé. Parce que j'ai continué à avancer. Et parce que c'est vraiment toi aussi derrière. Exactement. Donc la concurrence n'a d'importance que si on y prête attention. Je suis complètement d'accord, et c'est plutôt des partenaires quelque part qui, mine de rien, peuvent contribuer au développement de ta boîte, parce que plus il y a de monde sur le marché, ça veut dire qu'il y a un marché qui s'agrandit également, et puis après c'est ce qui fait la différence, c'est les valeurs qui sont véhiculées, c'est la vision, voilà, tout ce qui y a derrière. La place de la créativité pour toi, c'est quoi? C'est essentiel, parce que là, le mot créativité, créatif, créer, ça, ce sont des mots que tu as pas mal employés là, depuis une petite heure. Et c'est génial. Oui, je suis profondément créative parce que toute idée est exploitable. En fait, peut-être qu'elle n'est pas bonne, ou peut-être qu'elle mènera nulle part. Mais tant qu'on n'essaye pas, on ne le saura pas. Exactement. Et il vaut mieux... et moi, je préfère avoir essayé que de me dire que je n'ai pas tenté. Surtout si j'ai une certaine conviction. Et après, il faut quand même apprendre de ses erreurs au bout d'un moment. Parce que sinon... si tu refais tout le temps la même erreur, à un moment donné... Après, il faut apprendre de ses erreurs. Et puis savoir respecter les chiffres. Les chiffres, en général...
Ça ne voilà, tourne pas. quand on respecte ses prévisionnels, qu'on est un gestionnaire sérieux, qu'on remplit bien son administratif et que le banquier il voit que vous maîtrisez très bien votre business plan, vous le rassurez parce qu'au bout d'un moment, oui, les chiffres, on vit quand même dans un monde où c'est les chiffres qui dirigent et qui règnent. Ouais. Mais ça peut pas être que ça non plus qui dirige. Exactement, et je reviens sur Steve Jobs, mais Steve Jobs terminait souvent ses présentations par un point ou une photo où il expliquait que la créativité était essentielle dans tout business. Alors quand je dis business, c'est pas négatif, certains peuvent dire ah, business égale quelque chose de négatif. Non, en toute entreprise, en tout cas tout ce qu'on entreprend, s'il y a de la créativité derrière, ben, en fait ça va automatiquement générer plus de tout. J'ai pas envie de dire plus de revenus, oui, potentiellement, mais c'est pas forcément que ça, c'est plus d'énergie, plus d'envie, plus de choses qui vont arriver derrière, et d'innovation notamment. L'innovation, si t'es pas créatif, c'est Mais mort. d'ailleurs, il y a plein de choses qui ont été créées comme ça sur la bêtise de Cambrai. Ça a vraiment été une bêtise. Le carambar, c'est parce que la machine avait été mal calibrée. Ça a sorti le caramel en long et ils ont dit bon bah carambar. Bah voilà. Ouais, ben voilà. Et oui. Je la connaissais pas cette histoire, mais tu vois, ça m'étonne pas du tout. Puis après, ils ont ajouté quelques blagues et ça y est, ça C'est fait ça. fureur, quoi. Et oui. Non mais voilà. Et c'est ça. Et moi, reproduire un modèle existant, Ouais. ou surtout devoir, à chaque fois on me dit, t'as fait une étude de marché. Oh Bon, ça non, c'est. oh non, pourquoi? Non, il faut vivre le truc, il faut sentir et il faut être appelé par quelque chose. L'étude de marché, ça vous plombe avant même Oh, d'avoir commencé. c'est clair. Alors, bien sûr, faut être réaliste. Est-ce que mon marché existe? Hmm. Est-ce qu'il y a un manque? Mais je veux dire, de là à aller passer des mois à explorer la concurrence, à aller essayer d'obtenir des chiffres et tout. Non, bah, au bout d'un moment, on se dit, est-ce que je suis complètement folle ou est-ce que, bon, a priori, non. Il y a un marché, il y a un besoin, il y a des clients. Ouais. Et après, à toi de créer le modèle, mais Ah, mais pas aller regarder ce qui se fait autour, quoi. ben non, mais je suis 1000 fois d'accord avec toi. Donc bon. Ouais. Euh, Quel a été pour toi, si je reviens à quelque chose, à ta vie peut-être un peu plus personnelle, quel a été l'événement le plus marquant de ta vie et comment tu as fait face à cet événement tant positif que moins positif comment tu as vécu tout ça? Euh, j'ai un élément qui fait partie de ma vie de maman qui a été hyper déstabilisant pour moi parce que c'est la première fois qu'il a fallu que j'accepte que même avec toute l'énergie positive et solaire que j'ai, on ne peut pas rendre forcément les gens heureux. Hmm, ok. Et je l'ai vécu avec une de mes filles cadettes, bah, ma cadette, qui depuis qu'elle est arrivée sur cette jolie terre ne trouvait pas de sens à son existence. Hmm, Avec évidemment beaucoup trop de maturité. ok. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de maturité qui a enlevé toute l'insouciance et la légèreté que devrait avoir un enfant. Et, et à cet âge-là, vous n'avez pas les épaules pour accueillir les horreurs qu'on entend sur les médias. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas comment les jeunes peuvent rester sereins. Ouais. On est assaillis de mauvaises nouvelles Hmm. en permanence. C'est pour ça, couper la télé ou certaines radios, c'est Mais fou. c'est fou, il y a même des réseaux sur lesquels je ne vais plus. Hmm. Mais même aujourd'hui, mon fil LinkedIn, Ouais. qui se veut très ouvert vers l'écologie, en fait, il est devenu presque des accusations de c'est de la faute de bidule, c'est de la faute de machin, alors qu'à la base, on est tous là pour trouver des solutions. Hmm. Et même mon fil, il est devenu angoissant, en fait. Hmm. Ouais. Et je me dis, mais non, c'est pas parce que j'ai suivi cette personne qui a créé un site sur l'écologie que pour autant. Mais si, tout le temps, on revient à du noir, à des angoisses, à des inquiétudes. Pourquoi? Parce que le média n'existe que parce qu'il capte l'attention de l'humain. Hmm. Et l'humain va forcément capter ce qu'on appelle ce côté voyeurisme de la mauvaise nouvelle, quoi. Ouais, La grand-mère qui s'est fait renverser par quelqu'un. Et Hmm. je sais pas pourquoi cet engrenage a fait que bah, il faut augmenter l'audimat. Donc pour augmenter l'audimat, il faut dire des choses de plus en plus incroyables, mais Hmm. pas dans le bon sens. Ouais. Hmm.
et on va loin. Et ça va, je sais même pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais moi, le nombre de gens qui me disent qu'ils ne regardent plus la télé et qu'ils n'écoutent plus la radio, avant, on était un peu des hurluberlus. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. Ouais, ouais. En tout cas, dans les gens qui m'entourent. Moi, c'est pareil. Hein. Ça fait des années maintenant que j'ai plus de télé, donc. Pour se protéger. Mais juste pour se protéger. Alors, on me dit, mais comment t'es au courant de ce qui se passe dans le monde? Ah, mais t'inquiète, j'ai d'autres moyens Et ouais. de m'informer. Mais je veux aller chercher mon information. Je veux pas que dès le matin, on me dise, mais c'est bon, tu peux déprimer. On va tous mourir. Et voilà, et c'est pour ça que je parlais de programmation, parce que ma cadette n'était pas programmée comme moi, et elle me disait toujours, maman, comment tu fais pour toujours voir le positif et garder l'énergie et garder... Et elle, en fait, elle prenait tout ça sur ses épaules comme si on lui mettait et qu'il fallait qu'elle s'en occupe. Ouais. Et je disais, non, mais chérie, il faut que tu t'en libères, il faut que tu te soulages, il faut que tu sois légère. Mais elle me dit, mais j'y arrive pas. Et donc, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est de me dire, c'est ma propre fille, c'est ma chair, elle a grandi dans mon ventre, je les ai élevées en plus, c'est pas comme si je les avais confiées à quelqu'un. Je les ai élevées, donc j'ai partagé avec elle mon sourire, mon côté solaire, mon côté à voir les choses positives, mais il y a quand même une programmation. Et en fait, elle a abandonné la vie il y a 1 an, parce qu'elle m'a dit, c'est trop lourd. C'est trop lourd, je ne comprends pas, je ne fais que de souffrir, je souffre pour les autres. Et elle n'arrivait pas à se sortir de cette spirale infernale qui l'a tirée vers le bas, en fait. Comme un tourbillon. Et là, c'est dur parce qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas compris? C'est ma fille. Donc, je veille sur elle. Je suis quand même responsable enfin, on est responsable d'eux. Donc, et c'est un gros degré d'acceptation qu'on se prend en pleine tronche, avec lequel il faut vivre parce qu'il n'y a pas le choix. Je dois continuer à vivre pour elle aussi, parce qu'elle me disait, maman, si je continue à résister, je le fais pour toi, parce que je veux pas que tu sois triste. Mais c'est pas une raison d'être, c'est pas une raison de vivre. On vit pas pour sa maman. On vit pour être un humain épanoui, heureux. Nous, on est là pour les accompagner. Ils sont pas là pour nous rendre heureux. Enfin, ça n'a pas de sens. Et ouais, et là, se dire, bon, bah, et plutôt prendre les choses à l'envers, se dire, bon, c'est pas qu'est-ce que t'as mal fait, c'est pourquoi le ciel t'a confié cet enfant à toi. Parce que se refaire le passé, ça sert à rien. Voilà. Et vivre avec la culpabilité et de se dire, j'ai raté quelque chose. Mais j'aime plutôt, moi, j'aime toute la culture africaine et leur rapport à la mort et au vivant qui est quand même extrêmement plus sain à vivre et à traverser, pour vous libérer de l'idée que est-ce qu'on nous confie une âme, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide quelle âme on confie à qui, parce que pour moi le corps est quand même uniquement de la chair. Et après on y croit ou on n'y croit pas, mais et après j'ai plein de gens qui m'ont aidé sur des poèmes très philosophiques sur qui a dit qu'on devait passer 80 ans sur Terre? Personne. Il y a des gens qui sont là pour venir délivrer un message, et ça se passe, des bébés qui restent vivants qu'1 semaine. Enfin, en fait, voilà. Donc c'est se dire, bon, il y a autre chose. Je sais que ma fille a marqué énormément de gens. Tous les gens qui l'ont rencontrée une fois s'en souviennent. Au coworking ici, elle était très présente. Tout le monde a été scotché par sa disparition, mais en même temps, on m'a dit, ta fille nous a tous donné une leçon. Ils l'ont connue, elle avait entre 8 et 10 ans. Mais elle leur donnait déjà des leçons. Donc, ouais, ça c'est vraiment... Enfin, je dirais que pour une maman, il y a rien de pire, quoi. Parce que qu'un enfant... Mais bon, après, c'est pareil, un enfant qui est pris par un chauffard, vous en voudrez au monde entier. Enfin, comment toi, t'as rebondi? Il y avait les poèmes, comment tu t'es peut-être reconstruite? Je sais pas si c'est le bon terme. Alors, je m'y étais préparée. Ah, ok. Déjà, j'ai refusé de faire... il fallait que je m'y prépare, parce qu'elle m'en parlait. Donc ça, c'était une manière pour moi de commencer le chemin de l'acceptation de l'éventuel moment qui va arriver. C'était épée de Damoclès qu'on a. Donc je pense qu'instinctivement, mon cerveau s'était préparé à cette idée. Donc je n'ai pas eu la phase du déni où on
on se dit non, c'est pas possible. Non, c'est pas. Et en fait, quand elle est partie, alors je me souviens plus de la croissance de cette phase qu'on doit passer entre la colère, le déni. C'est la phase de. Pour tout événement dans la vie, on a ce. Il y Bon, a, il y a et le ben, modèle de Hudson, après, je ne sais ouais, pas si c'est par rapport à ça, où tu as 4 grandes étapes. Donc, tu as la phase de exactement. lancement, donc tu es en pleine énergie, c'est tout beau, c'est génial. Après, Mm, tu as la phase de déclin, et mm, donc là, tu commences à voir les choses un peu négatives, tu sens des choses qui sont pas super cool. Et après, tu as la phase de marasme, où là, tu as l'impression d'avoir la terre sur tes épaules, la terre contre toi, c'est et ça. tu as la phase de renouveau, ensuite, où tu commences Exactement. à aller un peu mieux, et jusqu'à repartir en phase de lancement. Et je pense que j'avais déjà passé la phase du déni et de la colère. Et que je D'accord. m'étais déjà préparée à l'éventualité et de me dire qu'est-ce qui va se passer après? Ouais, Comment tu ok. vas te reconstruire? Tu as encore une fille, tu peux pas t'écrouler non plus. Hmm. Tu bon, tu un homme qui t'aime plus que tout et qui t'a accompagné dans toutes ces années qui ont été très difficiles et qui est resté présent alors que c'était pas ses enfants. Hmm. Donc il a quand même été très présent. Donc en fait, c'est rester pour ceux qui nous aiment et surtout se dire que ma fille de là-haut, elle voudrait pas que je m'écroule. Et, et ouais, et prendre notre passage sur Terre comme quelque chose d'assez éphémère et qu'on est juste de la chair, en fait. On réalise pas d'une minute à l'autre, si on peut disparaître, quoi. Et ouais. Ouais. À chaque instant. Ouais, À chaque chaque instant. instant. Ouais. Et toi, aujourd'hui, tu crois en quelque chose de plus grand, la spiritualité, une forme de Dieu ou quelque chose comme ça ou... Alors, on m'a posé cette question il y a pas longtemps. Euh, Moi, je crois qu'il y a des gens de là-haut qui nous guident vers notre chemin et qu'il faut savoir l'écouter. Et parfois, vous avez des personnes qui se prennent des murs toute leur vie. Hmm. Mais parce que je pense qu'ils ont oublié d'écouter les signes. Alors, les signes, ils peuvent être là, autour de nous. Parfois, vous rencontrez une personne que vous avez jamais vue qui va vous passer un message, vous la reverrez jamais. Ouais. Donc, je crois plus à des messagers. Et, et après, ce qui est de la réincarnation, le mort, le vivant, j'en sais rien. Je sais pas, et c'est un peu. Puis, on n'a pas très envie d'y penser, en fait, je crois. Ouais. Parce que ça fait peur. Mais on nous envoie des. Je suis persuadée qu'il faut savoir écouter son instinct et écouter les signes. Ouais. Et, et aussi, aussi beaucoup d'acceptation sur les choses. Hmm. Et que j'aime bien le. euh, Là, aujourd'hui, tu prends ça pour une mauvaise nouvelle, mais en fait, ça sera une bonne nouvelle, mais tu sais pas quand. Ouais. Exactement. C'est un mal pour un bien, oui. Ouais. Un mal pour un bien, mais il n'y a pas de délai en fait. C'est ça le problème. Il y a un mal pour un bien. Ouais. C'est que le délai, il peut être d'une semaine comme il peut être de 5 ans. Hmm. Mais, et se dire que bon, bah, j'ai pas encore compris le message, mais il y a peut-être un message plus positif derrière. Ouais. J'ai une croyance, moi, qui est depuis plusieurs années maintenant, c'est que la vie est toujours bien faite. Et moi, ça, dans l'adversité, ben, c'est comme s'il y avait cette musique qui revenait en permanence et qui n'arrêtait pas Mm, pour passer cette étape et de me dire, OK, donc faut que si ça doit m'arriver maintenant, c'est que ben, en fait, ça va me permettre d'aller ou de faire face à différentes d'autres problématiques plus tard mm. qui seront plus Un faciles. apprentissage, hein. Exactement, Ouais, l'apprentissage de un la vie. apprentissage. Ouais. Ouais. Et ok, toi aujourd'hui, au quotidien, il y a des pensées, j'imagine, là-dessus. Comment tu fais? Est-ce que le kitesurf, justement, t'aide là-dessus? Alors, je m'autorise à pleurer Ouais, tous les jours. ouais, génial. Tous les jours. Ouais. C'est hyper important. Il faut absolument vider ses émotions parce que Hmm. sinon, je vais me détruire de l'intérieur. Ouais. Donc, il faut se laisser pleurer. Et puis, quand à l'époque, j'aurais eu honte de pleurer au restaurant ou de pleurer, bah, c'est fini. J'ai plus honte, en fait. Hmm. Pourquoi pleurer est un signe de faiblesse? C'est juste l'expression d'une émotion. Et je pense que les maladies auto-immunes qui se développent sont des émotions qu'on n'a pas exprimées. Ouais. Et comme on les a pas sortis, bah, en fait, le corps, il va les mettre autre part. Donc, on Hmm. développe un cancer, donc on développe des inflammations de l'articulation. Mais c'est évident Ouais. que pour moi, on a un espèce de handicap social à exprimer nos émotions, comme il m'est arrivé d'avoir des envies de hurler. Mais en fait, je me disais, mais je vais faire ça où?
Ah, mais c'est con. Mais si je hurle dans la rue, on va me prendre pour une cinglée. Si je hurle dans mon oreiller, je vais pas avoir la sensation d'avoir exprimé toute cette chose que j'ai besoin de sortir. Et je m'imaginais au bord de la mer, justement, à crier devant l'océan parce que personne n'allait m'entendre. Mais je me dis, c'est incroyable qu'on doit avoir honte de ses émotions, presque. Ouais. La seule émotion qu'on a le droit de partager, c'est d'être heureux et de positif. Mais c'est fake. C'est ça, c'est On le les voit sur les réseaux. réseaux. Oui, exactement. Mais bien sûr, c'est les réseaux, mais c'est complètement fake. C'est pas ça qui fait de nous, d'ailleurs, des personnes attachantes. Ouais. C'est nos faiblesses qui font de nous des personnes attachantes. Mm. C'est pas parce qu'on est un warrior. Ouais. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un message qui se dit en psychologie, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime jusqu'à transformer qui tu es. Et en effet, moins tu extériorises par le dessin, par l'écriture, par la lecture, tout simplement le fait de parler ou par le fait de pleurer, et ben en fait, ça s'imprime et du coup, tes croyances changent, ta vision, ta mentalité change et même ton énergie change. Et ça, c'est important justement à switcher et à trouver justement ce courage. Ouais. Quand on a bien pleuré, on bâille après. Pourquoi on bâille ? Ok. Parce que ça nous a détendus. Ah. Et moi, quand je vais au sport, ma prof, si elle m'écoute, elle va se marrer. Quand je vais au yoga, je préviens toujours que je vais bâiller 40 fois pendant ma séance. Ok. Mais ça veut dire que mon cerveau s'est donné l'autorisation de déconnecter. Et je bâille. Et on me dit toujours, mais t'as pas dormi ? Si, j'ai dormi, mais je me détends, en fait. Et c'est une manière pour mon corps d'exprimer la détente. Ouais. Et souvent, même les enfants, quand ils ont pleuré, après, ils bâillent. Ouais. Mais c'est qu'on est passé dans la phase d'apaisement. On a libéré toutes nos... Et c'est pour ça que les enfants, ils libèrent leurs émotions plus facilement que nous, parce qu'ils y réfléchissent pas. Ils ont pas honte, en fait. Ouais, ils n'ont pas le filtre qu'on leur a donné à l'école, qu'on leur a donné par ses parents également. Exactement. Donc ouais, et puis après, moi c'est sûr, dès que j'approche de l'eau, dès que je suis dans l'eau, je pleure, comme si l'océan venait chercher en moi tout ce qui a à libérer, et je le laisse là. Et donc passer par toutes les phases émotionnelles, c'est important. De l'euphorie aux pleurs, à la tristesse, à la joie. Il faut passer par toutes ces phases émotionnelles, mais tous les jours. C'est important de ne pas refouler en effet toutes ces émotions et ça c'est pas évident, mais il faut qu'on contribue à tout ça avec tous les codes qu'on a. Pour vous, les hommes, c'est encore plus compliqué. Ouais, alors plus on avance dans le temps, plus on a confiance en nous, les hommes en tout cas, et donc plus on peut facilement se lâcher là-dessus. C'est vrai que pendant très très longtemps, je suis quelqu'un de très émotif également, et quand je voyais ma maman pleurer pour pas grand-chose, elle est hyper sensible, et donc du coup, en fait moi aussi je le suis, mais je voulais surtout pas l'être, et donc du coup tu te caches, tu serres des dents, etc. Et en fait, à un moment donné où tu peux tout lâcher et que tu dis mais ça a été un apprentissage aussi alors que c'est quelque chose de naturel, tu vois. Bien sûr. Mais oui, en fait, c'est terrible parce qu'on sait que ça va nous faire du bien, mais on le retient. Alors qu'au fond, si le corps l'exprime, c'est pour nous libérer. Il y a la peur du jugement, en fait, qui est arrivée par la prise de conscience des uns et des autres et de la société qui nous a formatés comme ça. Et puis, en fait, quand tu déconstruis un peu tout ça, la vie est plus simple quelque part. Exactement. Comment tu fais toi pour devenir une meilleure version de toi-même ? Est-ce que tu lis, tu te formes, tu rencontres de nouvelles personnes tout le temps ? C'est quoi ton truc, toi ? Alors, c'est rigolo parce que j'ai souvent cette conversation dans l'univers du kite où on me dit t'as testé le foil, t'as testé la wing, et je fais ah non, vous savez quoi, moi ma zone de confort, c'est la maîtrise que j'ai du kite qui aujourd'hui me donne la sensation de ne plus me jeter dans le vide. Et j'ai compris en fait, et je me dis mais pourquoi j'ai pas envie de tester le wing, de tester le foil et tout. Pourquoi j'ai besoin de rester dans cette zone de confort ? C'est parce qu'en fait professionnellement, tous les jours, je me mets en danger. Et qu'au bout d'un moment, on a quand même besoin d'avoir ce truc qu'on sait faire là, qui nous rassure, qu'on a l'impression de maîtriser, qui donne juste confiance en nous et qui nous fait du bien. Et donc j'ai compris que contrairement à d'autres, quand ils vont faire du sport pour sortir de leur zone de confort, moi j'y vais pour y rester. En fait,
pour me rassurer. Parce que je me fixe. Et c'est pour ça que je suis pas du tout compète. Moi, quand je joue à des jeux d'équipe, les gens ils me veulent pas dans leur équipe, j'en ai rien à faire de perdre. Toi, t'as envie de jouer, quoi, hein, J'ai participer envie de jouer. et passer du bon temps. Exactement. Donc du coup, je suis pas compète. Donc je vais même, je triche pas. Je vais même aider les autres à gagner. Enfin, Ouais. je suis pas du tout. Et j'ai compris ça cette année, à 38 ans. Et les gens me trouvaient bizarre de pas chercher la compétition plus que ça. C'est parce que je me compétitionne moi toute seule tous les jours avec moi-même. Et en fait, ça me fatigue au bout d'un moment. Bien sûr. Je m'épuise parce que là, je disais, j'ai quand même une réussite professionnelle aujourd'hui qui a priori est à peu près pas trop risquée. J'ai commencé ma carrière professionnelle qu'à 30 ans. J'ai réalisé que j'aurais jamais de retraite, donc il fallait que je fasse vite et fort. Bien sûr. Ne serait-ce que pour me dire qu'un jour j'allais avoir une vie à peu près. Elle est déjà très cool, hein, ma vie. Mais sans l'inquiétude de pouvoir me nourrir. Voilà, juste me dire comment tu vas te nourrir ou comment tu vas te loger. Ouais. Juste cette inquiétude-là. Et là, avec Darkslide, je prends des risques de ouf. Et je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? T'es vraiment cinglé. Non, mais vraiment. Alors que ça y est, je dormais à nouveau. J'avais plus peur de du remboursement de l'emprunt du cowork, qui était quand même très lourd, où tout le monde me challengeait à l'époque en me disant que j'arriverais pas. Donc je me sentais, en fait, je crois que je me sentais dans une zone de confort que je n'assumais plus. Okay. Parce que j'entreprends pas pour impressionner. Je m'en fous. Comme je ne veux pas impressionner parce que le statut d'entrepreneur impressionne et que je n'assume pas cette place socialement, eh ben, j'ai besoin de me remettre en danger pour dire non, attends, t'inquiète, je vais peut-être me casser la gueule, en fait. Ok. C'est trop bizarre. Et en fait, c'est parce que j'assume pas l'idée qu'on puisse m'admirer parce que j'ai choisi ce statut qui est dangereux, mais parce qu'il va avec ma personnalité. Je l'ai pas fait pour qu'on m'admire. Je m'en fiche. Ouais, tu l'as fait parce que c'était toi, tout simplement. Exactement. Et quand on me dit mais comment tu fais, comment veux-tu que je l'explique, j'en sais rien. Je peux pas t'expliquer comment je fonctionne. Je sais que au service d'une entreprise, je serai vraiment pas un bon élément, mais au service de moi-même, parce que le risque, je l'estime de manière matérielle, et au final, souvent, il n'est que matériel. Et quand on réfléchit que même si au pire on perd tout, on a encore un papa ou une maman qui peut vous héberger et qui peut vous donner à manger ou des amis, mais en fait, il peut rien vous arriver. C'est clair. Hein, en fait, je pense que quand on se met en danger, et l'entrepreneuriat l'aime, tu vois, j'ai 33 ans, j'ai commencé, j'avais 28 ans, il y a 5 ans, et c'est vrai que tu as plein de codes au départ, et puis en fait, quand tu prends un peu de hauteur, et des fois c'est vraiment, t'es dans le rouge, et tu dis bon, ok, mais en même temps, je suis aligné avec moi-même, j'ai une certaine confiance, et en effet, c'est qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Bon, allez, ok, j'avance, et puis généralement, il y a des petites choses là super sympas qui débarquent quelques temps après. Et c'est incroyable. Et c'est souvent les lendemains d'un jour le plus noir de notre année que le lendemain, il y a quelqu'un qui te dit non, regarde, abandonne pas, celle-ci tu l'attendais pas et bam, c'est pour aujourd'hui. Tu fais c'est pour toi. Ok, je m'accroche. ok, j'abandonne pas, je continue. Mais et j'en parlais à quelqu'un il y a pas longtemps, je disais, tu sais, on me félicite rarement parce que comme on impressionne par notre statut, les gens pensent qu'on a une confiance en nous surdimensionnée et qu'on sait exactement où on va et ce qu'on fait. Alors que c'est absolument pas le cas. Moi, je sais juste que j'ai mis un pied, mais après où je vais, j'en sais rien. Je vais dans l'inconnu la plus totale. Et les gens oublient socialement de nous dire, mais juste des choses qui nous font du bien, qui nous rassurent, qui nous disent bah bravo, franchement chapeau, parce qu'ils pensent que on pense déjà ça de nous, ce qui n'est pas le cas du tout. On a souvent en fait cet effet miroir qu'on ne pense pas de nous, et on pense quelque chose de nous à l'intérieur, mais en fait, l'image qu'on renvoie n'est souvent pas la même perception. Et c'est bien de pouvoir communiquer et de s'en alimenter aussi des fois. Ouais, et de passer le message.
Mais ça va avec notre culture aussi, parce qu'on a prôné le salariat énormément. Les États-Unis, on est entrepreneur, c'est normal. Ouais. Voilà, Mais il là, n'y a dès pas de l'école, sujet. tu vois. Ah, mais il n'y a pas de sujet, c'est basta. Voilà, on passe à autre chose. Mais ouais. On- Donc, Mm. donc non, le sport, moi, ça me conforte. Ouais. Non, mais en même temps, ça te permet de lâcher prise. Comme tu disais, le kite, ça te permet de te dépenser, ça te permet d'être dans le moment présent, de voir autre chose, et puis de connecter avec d'autres personnes et des personnes qui sont aussi proches de toi. Hein. Les kitesurfers, tu voyais, Mm. tu t'es mise sur la table avec une personne, tu savais pas qu'il était kitesurfer et au final, il l'était. Et tout Mm. de suite, il t'a dit OK. Et donc ça aussi, c'est une ambiance, une mentalité qui est quand même assez chouette, que j'aime beaucoup. Ah ouais, je trouve qu'on a une belle communauté. Ouais. On a une belle communauté et je nous trouve, en général, parce que je voyage pas mal et puis je fais partie d'associations ou de clubs. Mm. Et ce que j'aime dans notre sport, et je crois que c'est pour ça que je le fais, c'est qu'on est obligé d'avoir un degré d'humilité extrêmement important. Ah Parce ça, qu'on c'est s'est clair. déjà tous mangé des algues hein, Ah et du oui, sable. et oui, ça c'est clair. Et puis on a bu la tasse un paquet de fois. Et on s'est déjà tous pris une grosse gamelle devant nos potes ou devant toute la plage. C'est clair. Et, et la personne qui persévère dans ce sport, pour Ouais. moi, elle fait preuve vraiment de persévérance, de résilience et Mm. surtout d'autodérision. Mm. Ouais. Et l'autodérision, c'est hyper important. Ah, mais c'est clair. Tu parlais du lâcher prise, ça me fait penser que c'est vrai que le kite, tu tires vers toi, tu sais, surtout au début quand tu débutes, c'est là où tu te rétames, tu fais un vol plané. C'est comme tout, dès que tu t'accroches un peu trop, ça y est, c'est fini. Or si tu trouves le bon dosage, tu lâches prise, tu lâches Ouais, limite avec tes doigts à piloter, mais c'est ça. tout est plus Ouais, simple. ouais, c'est carrément ça. On arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as un gris-gris, une croyance particulière que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais qui est vraiment, toi, te permet de rebondir en permanence, de faire face à certaines problématiques du quotidien? Non, je Non. crois pas. Ok. Ça peut être un Euh, objet, ça peut être une vision, une projection, une chanson. Euh, hmm, la personne avec qui je suis à l'heure actuelle, et ça va faire 8 ans, je réalise que forcément, on l'a mis sur mon chemin parce que j'ai rarement vu une osmose, une complémentarité telle que il pourrait m'arriver n'importe quoi. C'est-à-dire que toutes mes entreprises faillites, en fait, quand je suis avec lui, je me sens en sécurité. ok. Et ça, c'est du coup se dire que quand on rentre à la maison, eh ben, même si j'ai eu une journée horrible avec les pires mauvaises nouvelles financières ou quoi que ce soit, eh ben, je vais trouver cette raison de me dire, c'est pas grave. Hmm. Ça reste que du matériel et l'humain reste au cœur de ton foyer. Ouais. Ok. Et qu'on déménage, qu'on est avant de la maison, on sera toujours à deux et dans cette bienveillance et dans cette chose qui fait de nous un humain meilleur en fait. Ouais. Parce que quand le couple est là pour se faire grandir et n'est pas là pour se faire des reproches, et ben l'un et l'autre on se fait grandir. Hmm. Et ça, je dois dire que des modèles comme ça, j'en ai pas croisé beaucoup dans ma vie. Et qu'on a beaucoup de gens dans notre entourage qui nous envient énormément ce, ce- 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 Cette cet harmonie. équilibre. Et en Ouais. fait, ce qui est drôle, c'est qu'on est tous les deux, on attire énormément de gens parce que d'abord, ils croient que ça fait 3 semaines qu'on est ensemble. Alors quand on dit que ça fait 8 ans, ils sont là. Ah ouais, ah vache. Comment ils se disent c'est pas possible. Ils ont l'air tellement amoureux que ça fait que 3 semaines qu'ils sont ensemble, c'est impossible. Trop bien. Et forcément, cet amour attire l'amour Bien sûr. et on fédère souvent des groupes. Et quand on voyage, les gens nous donnent un surnom, mais je pense que ça les fait ça leur fait du bien. Notre surnom, c'est Barbie et Ken. Alors, tu vois. Ok. Mais je pense que c'est une façon pour eux, et j'en ai discuté avec eux, ils me disent, en fait, vous êtes trop beaux, alors on a besoin voilà, d'être un peu méchant parce que vous vous aimez, vous avez trouvé un équilibre avec toutes les difficultés que tu as eu à affronter lors dans ta vie, Ouais. avec ton mec qui doit te suivre, t'as acheté un local, on déménage, on va l'exploiter. Enfin, il est cool, quoi. Hmm. Et du coup, on fédère
Donc au début, les gens vont pas nous aimer, et dès qu'ils vont creuser, ils vont venir apprendre plein de choses sur qu'est-ce qui fait que notre couple est fort, qu'il a traversé tout ça, qu'on a l'air toujours serein et apaisé, qu'on se rend heureux mutuellement, mais du coup, on rend les gens autour de nous heureux. Et souvent, on se dit, c'est drôle, regarde, on est à la pharmacie, et comme on apporte de la sympathie, on capte les gens, ils veulent discuter avec nous. Mais c'est parce qu'ils sentent qu'ils vont dégager quelque chose. Donc mon gris-gris, c'est mon mec. c'est pas mal. Tu pourrais lui dire ce soir. Mais du coup, c'est d'autant plus flippant que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est aussi de me dire et je suis obligée de me le dire et de me le demander, parce qu'en plus j'ai vécu un drame, donc je sais à quel point c'est possible. Et je suis obligée de me dire, putain, qu'est-ce que tu feras si voilà, il arrive quelque chose. Et alors c'est génial, mais ça fait aussi très peur. Je vois. Et du coup, j'ai une question qui m'arrive, c'est toi, comment vous faites en tout cas pour avoir cet équilibre, pour avoir cette harmonie? S'il y avait quelque chose, une seule chose, tu te dirais, bah tiens, en fait, c'est ça qu'il faut absolument avoir dans son couple pour être bien. Deux choses. Ok. La confiance et la bienveillance. Ok. Confiance en l'autre. Et quand les deux sont là, et ben, c'est-à-dire que la confiance, alors évidemment, on n'a pas le droit de la briser. Hein. Une fois, c'est comme tout, en fait. Une fois qu'elle a été brisée, elle a été brisée. Mais quand la confiance est installée, il n'y a plus jamais de dispute sur t'étais avec qui, comment, t'as fait quoi, tu m'as menti. Donc en fait, tous ces sujets de conversation qui peuvent durer des années n'existent plus du tout. C'est clair. Et la bienveillance, elle est dans le fait d'accompagner l'autre dans sa faiblesse. Et d'accepter sa faiblesse et de ne pas chercher à le changer. On l'a aimé comme ça. Et quand il y a ça, eh ben on a enlevé tous les petits problèmes qui font que les couples se fritent bêtement pour rien, souvent. C'est des petits souvent couacs. Pour rien. Ok. Donc confiance, bienveillance, je prends. Merci. S'il y avait une personne que tu aimerais écouter sur ce podcast, ce serait qui? Oh là là. Je m'attendais pas à cette question. Genre, il va pas accepter. Mon grand frère. Ok, ça marche. Parce que on a un jour d'écart, mais on a 3 ans d'écart. On a les mêmes parents. On est entrepreneurs tous les deux. Ok. Tous les deux, on n'a pas repris les affaires familiales. On a monté nos propres entreprises. Lui, il a une réussite avec 50 collaborateurs. Et parfois, j'aimerais creuser au fond de son cœur pour qu'il exprime tout ce que moi, je viens d'exprimer avec transparence sur qui je suis. Et qui, lui, c'est là où je disais, on vient des 2 parents, on a été élevés de la même manière, mais pourtant, on a des manières d'exprimer le soi publiquement qui peut être très différent d'une personne à l'autre, avec beaucoup plus de différence, en tout cas d'une perception différente. Quand on est quelqu'un qui est quand on n'exprime pas publiquement, on n'est pas introverti, plus pudique. Pudique, ok. Pudique sur l'expression de ses sentiments et sur l'expression du soi dans sa globalité. Et c'est quand même mon frère. Et donc je ne le connais pas complètement. C'est fou. Parce que on a, je pense, pas la même programmation sur l'expression des sentiments. Et puis avec nos codes de garçon aussi, où on n'ose pas trop dire à sa petite sœur de comment on est, comment on ressent les choses. C'est un cheminement, et puis il reste du temps. Donc je prends note. Mais ça va vite. ça va super vite. Et c'est vrai que quand j'étais gamin et qu'on me disait, tu verras, plus tu vieillis, plus ça va vite. En fait, mais ça va super vite là. C'est terrible. Quand t'es petit, tu dis c'est lent, mais. C'est vrai. Et ok, bon avec plaisir en tout cas, tu lui poseras la question et s'il accepte, tu le renvoies vers moi et ce sera avec plaisir de pouvoir échanger avec lui pour qu'il s'ouvre. J'aurai mes petites questions. Alors, je vais tenter. Déjà, je vais dire de regarder le podcast. Je crois qu'il s'attendra pas à ma réponse de la fin. Je crois qu'il s'attendra pas à ça. C'est noté. 2 autres questions. Première, comment on peut te joindre si on veut te joindre et si tu veux qu'on te joigne?
Eh ben, on peut me contacter par toutes les adresses mail professionnelles en lien avec mes sociétés, Ouais, parce que soit mes équipes me les transfèrent. ok. Sinon sur LinkedIn aussi, je suis connectée tous les jours. Ouais, Sur LinkedIn, on me capte facilement. ouais. T'es assez active, hein, en effet, sur Ouais, LinkedIn. parce que j'ai quand même, comme je disais, j'ai envie de me tenir informée, mais de me protéger en même temps, Ouais, de choisir, et puis de m'exprimer sur. Je pense que LinkedIn est aujourd'hui encore le seul réseau un peu pro, même si il y en- et ouais. c'est en train de, c'est Tu, en train de ouais. vriller un petit peu Tu- aussi. tu vois qu'il y en a qui switchent sur les vacances, sur, sur autre chose. Bon. C'est ça. Mais S'il y a une relation pro derrière, why not? Après, bon, c'est. alors moi à ce sujet, j'ai fait un post que je pense que tu as dû lire quand j'ai perdu ma fille, Ouais. qui a fait plus d'1 million de vues. Waouh. Un Ok. million de vues. Je suis pas du tout une suractive de LinkedIn. Hmm. Et alors j'ai eu des commentaires affreux, Ah ouais. affreux. Ok. Et en fait, j'exprimais simplement que j'allais revenir dans le monde professionnel après 2 mois de déconnexion totale. Et j'expliquais aux gens que ce qui m'était arrivé était triste, mais que pour autant, je n'avais pas besoin qu'ils m'apportent de la tristesse. Hmm. Et que si il y avait une annonce de grossesse à me faire ou s'il y avait une annonce de quelque chose de joyeux, eh ben qu'ils me la donnent. Hmm. Parce Ok. que c'est double peine. Et vis-à-vis du deuil, on ne sait pas comment se comporter parce qu'on ne nous l'a pas appris. Hmm. Et on se retrouve sans outils. Et ce post, je l'ai fait pour dire, dans mon univers professionnel, voilà, vous savez tout ce qui m'est arrivé, mais me tournez pas le dos si vous me croisez dans la rue, ou ne vous empêchez pas d'être heureux si vous me voyez, Hmm. parce que ce qui m'arrive, ça m'arrive, mais ça vous est pas arrivé à vous. Et au contraire, demandez-moi ce que vous attendez ce que j'attends de vous. Ouais. Et je pense que pour chaque personne, la réponse la mieux, ou la question la mieux à faire, c'est de dire qu'attends-tu de moi vis-à-vis de ton deuil. Hmm. Et finalement, on fera pas de gaffe. Est-ce que tu veux que j'en parle? Est-ce qu'on peut en parler librement, pas librement? Et la personne vous répondra avec la plus grande des transparences parce qu'elle vit son deuil personnellement. Hmm. Ouais. Donc oui, j'ai pris des réactions en mode ce post n'a rien à faire sur LinkedIn. A priori, après 1 million de vues, je pense que si. Ouais. Et comme dans le milieu professionnel, le deuil, il faut y faire face aussi. Hmm. Donc Exactement. comment mes collaborateurs doivent réagir, comment mes clients doivent réagir, Hmm. et moi en tant qu'entrepreneuse, mes Ouais. partenaires qui me suivent. Donc Non, je suis complètement en phase et généralement, étant donné qu'on ne dit pas, voilà, on communique pas forcément ses émotions, ses envies, ses ressentis, et il y a plein de moments en fait, on ne sait pas forcément comment aborder les choses, de crainte de blesser l'autre, et donc du coup, on ne dit rien, on ne dit rien. Tu vois, j'ai interviewé Philippe Croison qui n'y a plus de bras, plus de jambes, et oui, qui en fait disait que lorsqu'il a été, donc il est revenu 2 fois à la vie, donc parcours de vie aussi exceptionnel et qui pendant 2 années en fait après être sorti du coma, en gros il était dans un deuil de son corps d'avant donc il expliquait en fait tout ça et en fait pendant 2 ans tout le monde s'est protégé dans sa famille et donc plus personne n'avait d'émotion. Lui, quand il était à l'hôpital, il voyait du monde, mais personne ne pleurait. Il dit, mais personne ne pleure, j'ai plus de bras, plus de jambes, comment ça se je fait? sais. Et puis à un moment donné, au bout de 2 ans, tout le monde est parti en dépression dans sa Ben famille. voilà, Et, ben voilà. hmm, Non mais c'est fou. Donc une fois de plus, l'expression des émotions et ouais, et, et de le dire. et demander à la personne concernée ce qu'elle attend de nous. Hmm, Et en fait, c'est hyper simple. ouais, Mais on nous a juste pas dit. Mais moi, jusqu'à temps que je vive ce moment, j'y avais pas réfléchi non plus. ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'attends des autres qui me demandent, justement, qu'est-ce que j'attends d'eux, c'est tout. Hmm, ok. Mm. Bon, en tout cas, sur LinkedIn, on pourrait te contacter et puis sur les différents sites internet. Ok. Ouais, carrément. Dernière question, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Que j'espère que je les ai. J'espère avoir apporté de la légèreté dans ce monde qui semble de plus en plus compliqué, Hmm, mais parce que on cherche à nous le compliquer. Mais que j'espère que dans ces moments ils auront un peu lâché prise sur plein de choses qui peuvent les angoisser au quotidien et en se détachant parfois du fait que ce qui nous angoisse le plus souvent, ce n'est que matériel. ouais. Et tous ces moments qu'on a de se dire ah, comment je vais finir mon mois ou mince j'ai eu un problème avec ma voiture. Bon, et ben
comme je dis, ce qui compte, c'est quand même qu'on ait juste à manger et un toit où dormir. Et ben, une voiture, au pire, elle restera sur le parking, on aura un pote pour nous prêter un vélo. En fait, voilà, c'est se détacher de ce qui n'est pas purement essentiel pour se soulager. Soi-même, hein. Ouais. Et puis être un peu plus heureux chaque jour. Oui, gagner en légèreté, en fait. Ouais. Gagner en légèreté. Gagner en légèreté, ça me va beaucoup avec l'image du kite derrière pour faire un petit saut. Super. Franchement, merci infiniment pour tout ton partage, Laure. Merci Quentin, c'était cool, j'étais très contente. Et puis à très vite pour une nouvelle aventure, et toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, toujours aussi bienveillant, énergique, avec toujours envie de contribuer à un monde meilleur. Allez, ciao à tout le monde, salut. Bravo! Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.